Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le live 100% ELF des équipes de The Playoff avec aujourd'hui du beau monde, mon cher Waïk, mon cher Julien qui sont avec moi pour parler un petit peu de cette saison de LF qui arrive. Jules, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien. Mon Waïk, comment vas-tu? Eh ben écoute, en pleine forme. Hein. Le combo auréole plus casquette plus ça devient n'importe quoi. C'est déjà n'importe quoi. Placement de produit là. Ça fait exactement. Oui, allez tous s'acheter des casquettes chez Wake. On va te faire un jingle. Acheter des casquettes chez Wake. Je ne vois pas de quoi tu parles. Là, ramène-en moi une pour samedi, j'en aurais besoin. Tiens, ça sera déjà ça de prix. On vous parlera un petit peu de tout ce qui va se passer samedi plus tard dans l'émission, puisqu'on est normalement. On devrait recevoir John McKeon à 21h30, s'il n'a pas oublié le rendez-vous. S'il a oublié, tant pis, on discutera entre nous, c'est pas grave. Mais s'il n'a pas oublié le rendez-vous, il devrait être là sur les coups de 21h30. En attendant, dans la première demi-heure, on va parler de toute cette saison 2025 qui s'annonce pour les Mousquetaires, le calendrier, l'attaque, la défense, tout ce qui a changé, les points forts, les points faibles. Bref, vous saurez tout sur cette saison 2025 qui s'annonce passionnante. Je vous propose qu'on commence par le calendrier des Mousquetaires de Paris avant de parler de l'attaque et de la défense. Oui, si. Parlons du calendrier quand même, parce que il est encore une fois plutôt, comment dirons-nous? Tiens, comment qualifies-tu le calendrier, mon Jules? Compliqué, ardu. Compliqué encore une fois, parce que là ils ont le troisième calendrier le plus difficile de la ligue. Bon, après, il faut toujours remettre les choses dans l'ordre. Il y a eu le rework avec ces équipes dans 4 divisions, donc il y a aussi un peu des différences comparées aux années précédentes. Il y a une nouvelle équipe, les Nordic Storm, mais globalement, ils ont un calendrier qui est quand même assez corsé. Surtout, je dirais encore plus quand tu as vu la off-season et je crois qu'on avait parlé un peu de ça dans le podcast présent, mais c'est espérer que sur le plan sportif, les joueurs soient vraiment prêts, que la off-season n'ait pas eu trop d'impact sur l'aspect sportif pour aborder une saison comme ça où il y a énormément d'attentes. Là, quand même, l'objectif, c'est aller en finale, jouer le titre et si possible, gagner. On aimerait ça. Hein. Idéalement. Donc, mais c'est vrai que là, le chemin est long. Et donc là, il va falloir surtout déjà gérer les matchs de division, pas passer à côté de ces matchs-là. On va rappeler rapidement la division des Paris Musketeers parce que tout le monde n'a pas forcément en tête le nouveau découpage. Hein. C'est un nouveau découpage par division. Il y a 4 divisions de 4 équipes. Pour les Paris Musketeers, ils sont donc dans la division des Galaxy de Francfort, du Surge de Stuttgart et des Cologne Centurions. Alors autant les Cologne Centurions, bon, ils ont quelques difficultés à assembler un effectif, on va pas se le cacher, mais le Francfort Galaxy, ça a été une franchise historique de l'ELF et une qui a très bien performé. C'était un peu moins bon en 2024, mais ça peut revenir à un bon niveau. Bien reconstruit. Hein. Et le Surge de Stuttgart, on le rappelle, c'est demi-finale aussi l'an dernier. C'est les 2 demi-finalistes malheureux contre le Rainfire. Donc, ça reste une division qui est quand même très très difficile à jouer. Et le Surge a quand même un calendrier facile. En plus, donc, le Galaxy justement le plus difficile. Donc, mais ils ont un bon rebuild et ils ont un calendrier difficile. Donc, on verra justement comment ils s'adaptent. Mais le Surge a encore une fois un calendrier quand même à sa portée. Donc là, ça va être soit on les croise tôt dans la saison justement et on arrive à leur montrer qu'on peut les faire tomber tôt dans la saison. Pour ces matchs-là, c'est important. Ou de toute façon, sinon, si on les laisse faire leur football, c'est eux qui vont un peu dicter le rythme de la saison, quoi. Parce que nous, on a ces matchs-là de division, et on a en plus des matchs interdivision, si j'ose dire, et dans les matchs interdivision, on se farcit notamment le Rainfire, excusez du peu, les Vienna Vikings, excusez du peu, bref, en gros, dans le calendrier parisien, vous retrouvez les 3 demi-finalistes, les 3 autres demi-finalistes de l'an dernier, pour faire simple. Et une équipe des Mercenaries qui a aussi bien reconstruit. Et des Mercenaries dont il faudra se méfier. Et tu vas quand même jouer contre Killan Cole, un ex-receveur NFL, donc bon... Excusez du peu, quoi. C'est des matchs, justement, qui vont être... beaucoup plus pièges qu'on ne le pense, juste
justement le temps qu'on voie un peu comment ces équipes jouent, et à mon avis, c'est ce qui va faire que le calendrier est chaud. C'est à la fois ta division, mais encore plus ces matchs contre le Fire, les Vikings et les Mercenaries, quoi. Avec 2 premiers matchs particulièrement importants à domicile, le premier contre le Rheinfire, le deuxième contre le Surge de Stuttgart. On a vraiment 2 matchs qui peuvent donner le ton de cette saison, parce que si tu tournes à 2-0, bah forcément ça va faire le plein de confiance. Si tu tournes à 0-2, il y aura déjà une certaine mission urgence avant de continuer cette saison. C'est quoi ton regard, toi, mon Wake, sur ce calendrier des Mousquetaires? Pour moi, tu m'as demandé un mot pour le qualifier. Il est dantesque. Voilà. Clairement, on ne peut pas le qualifier autrement, ce calendrier. Tu commences par le double champion en titre. Ensuite, tu fais le demi-finaliste de l'année dernière et le finaliste d'il y a 2 ans. Qui est le finaliste d'il y a 2 ans aussi. Quand tu tapes le Stuttgart Surge, qui est dans ta division en plus. Donc, ce qui met une concurrence encore un peu plus compliquée et un peu plus rude pour le reste de la saison. Puis tu te tapes les Villa Vikings, qui ont déjà joué 3 finales, je crois, en 5 ans d'existence de la Ligue. Donc voilà. Ensuite, tu te tapes les Mercenaries, qui vont être bien meilleurs que l'an dernier. Attention, ça peut être l'équipe surprise de cette saison. Complètement, ouais. Ouais, c'est... Et puis, alors, et qui d'autre? Non, c'est déjà tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Rheinfire, Vikings, Mercenaries. Donc voilà, quand tu te tapes ces équipes-là, après tu te tapes Francfort. J'ai un doute sur un poste de quarterback et sur le reste de l'équipe. Je pense que c'est quand même un cran en dessus de nous, même si ça risque d'être meilleur que l'an dernier. En dessous de nous, tu voulais dire. Ça va être bien coaché. En dessous, c'est ce que j'ai dit. J'avais compris au-dessus de coach Bart Andrews, qui a coaché en USFL pendant 2 ans. Moi, je vois un peu ce qui peut apporter justement une équipe comme ça qui a reconstruit et bien utilisé les imports, des gars qu'il connaît, qu'il a fait jouer en USFL en plus. Donc, et avec quand même, Francfort a récupéré beaucoup des bons joueurs de Cologne de l'année dernière. Et il y avait même Cologne fait 6-6 l'année dernière, et il y avait quelques bons joueurs comme leur running back Gerald Damel. Et en fait, ils ont récupéré quand même aussi des joueurs locaux de talent. Et du fait qu'ils ont le calendrier le plus dur, je pense que ça peut être justement ce qui va peut-être dire au coach, c'est la saison, on va voir ce qu'elle donne, et puis s'ils font playoff, tant mieux pour eux. Mais ils sont aussi sur une route pavée d'embûches, quoi. Alors, oui, vas-y, mon oui. Ouais, et non, et pour terminer, après, bon, on a quand même la chance d'avoir les Centurions de Cologne dans notre division. Donc ça, c'est 2 victoires d'office. On va pas se mentir. Donc, ouais, voilà, ce qui te permet d'être un peu plus serein et de te concentrer sur les autres matchs. Bon, là, tu vas y aller en trottinant à Cologne. Mais concrètement, oui, c'est loin, un calendrier. Cologne en trottinant, c'est pas à côté. Mais ouais, c'est un calendrier qui est très très dur. Mais bon, on est habitué. Voilà, c'est pas là. Ça fait 3 ans que l'équipe est en MLS. Ça fait 3 ans. Là, l'avantage cette année, c'est les bye week. Week en semaine 5. Et après, tu as tout le monde qui est en repos en semaine 12. Donc, on va dire, elles sont mieux placées que les 2 premières saisons de Paris. Et ça va justement au moins peut-être permettre de bien se reposer dans la saison. Après, les 2 premières saisons, je sais pas, la première saison de Paris, là, les bye week n'étaient pas déconnantes. C'est surtout l'année dernière. Moins que l'année dernière, mais au moins là, pour tout le monde, c'est vraiment un truc qui est globalisé au niveau de la ligue, et c'est beaucoup moins chiant cette année que n'importe quel autre calendrier qu'on a connu, quoi. Il y a un nouveau, il y a une espèce de bye week de compétition, et en semaine 12 où tout le monde est au temps repos, comme ça au moins ça va régler ce problème-là. On salue nos amis du chat. On va prendre ta question, Thibaut, dans quelques secondes. Thibaut qui nous vient du Canada. On salue Kevin aussi. On salue tous ceux qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions. Juste, je termine sur le calendrier là-dessus. Pour vous, à combien est-ce qu'il faut être en bilan minimum pour aller en play-off? 9-3, 10-2 10-2, c'est 10-2, hein. Ouais. Et on rappelle que c'est le champion des 4 divisions, c'est ça, je dis pas de bêtises. Plus les meilleurs deuxièmes. Et les 2 meilleurs deuxièmes, c'est ça. Mais ouais, l'année dernière, tu perds juste tes 2 matchs de saison régulière contre le Rheinfire. Oui. Mais là, en fait, t'as Rheinfire, Surge, Vikings en saison. Il pourrait y avoir un sacré bilan surprenant. C'est pas impossible quand t'affrontes des équipes comme ça, et si jamais ça clique pas. Après, je pense que là, Paris a ce qu'il faut quand même pour être en compétition contre ces équipes. Mais le problème, c'est pas tellement Paris ici. C'est que, certes, t'as le calendrier de Paris, mais c'est quoi le calendrier du Surge?
C'est quoi leur calendrier des Vikings? C'est quoi leur calendrier du Rhein Fire? En fait, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Parce que, admettons qu'on leur chope un match sur 2. Ouais, mais bon, si tu chopes un match sur 2 face au Surge, un match sur 2 face aux Vikings et un match sur 2 face au Rhein Fire, ça fait quand même déjà 3 défaites. Le Rhein Fire, il pourrait y avoir 3-4 défaites. Hein. Le Fire, il est dans la division du Nordic Storm, non? Oui. Donc, ouais, c'est ça, dans la division Nord. Nordic, Sea Devils et Berlin. Ouais, t'as quand même deux matchs contre le Storm, qui va être une équipe normalement pas déconnante, hein, loin de là. Non. Il va y avoir 2 matchs contre Paris. Voilà, bon, ils ont pas un calendrier qui doit être ultra facile non plus, mais t'as raison. C'est vrai que si tu en prends, et c'est déjà pas mal, hein, d'en prendre un sur 2 contre le Surge, contre les Vikings et contre le Rhein Fire, bah ça te fait quand même 3 défaites, quoi. Donc bon. Et tu vois, il y a Kevin qui nous dit dans le chat que c'est plus fair puisque le Surge est dans notre division. Non, justement, c'est pas fair parce qu'eux ils vont rencontrer des équipes nulles des autres divisions. Ouais. Donc, on en revient au problème de la construction de calendrier, en fait. C'est toujours le même problème. C'est que moi, je milite, mais vous le savez, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, pour que on reste sur ce système de 16 équipes avec 4 divisions et qu'on en vienne à un système à la NFL, c'est-à-dire qu'on prend le classement de l'année d'avant. Tous les gens de la division Ouest, par exemple, vont jouer contre la division Nord la saison suivante. Et après, pour les 2 autres matchs, on prend, t'as fini 2e de la division Ouest, le 2e de la division Sud et le 2e de la division Est. Et comme ça va faire un calendrier qui sera beaucoup plus homogène que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que les divisions restent fixes, que le nombre d'équipes reste fixe. Et c'est pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais peut-être que dans 3-4 ans, ça pourra l'être. Ouais. Bah, il faut que les coûts aussi de transport soient un truc encaissable par les équipes. Ça, c'est envisageable peut-être à court terme, disons 3 à 5 ans, si ça passe. C'est ça. À mon avis, ça donnerait un calendrier. Tu vois, déjà, si tu joues entre adversaires de division, donc ça te fait 6 matchs plus 4, donc ça te fait 10 sur les 12, où tu as les mêmes rencontres au sein de la division, tu vois, les gens qui jouent dans la même division ont les mêmes match-up. Déjà, ça t'équilibre beaucoup plus le calendrier que ce qu'il est là entre le Surge et Paris, par exemple. Bon. Enfin, on verra bien. De toute façon, ce n'est pas moi le commissionnaire de la Ligue. Donc, ce n'est pas moi qui décide. Et c'est une première info dans ce live. Ce n'est pas moi le commissionnaire de la Ligue. Et c'est quand même une première information importante. Alors, en parlant d'informations importantes, on va parler... vous voulez commencer par quoi? La défense ou l'attaque? L'attaque. Allez, l'attaque. C'est parti pour l'attaque. Et puis comme ça, on va parler des imports parce que Thibaut nous pose la question à l'intérieur du chat. Il nous dit que pensez-vous des imports européens et américains? Alors, on va parler uniquement, je sais que sur ELFpedia, le roster entier de Paris est sorti. N'ayant pas confirmation que c'est le vrai, je reste prudent. Les signatures apparaissent dans le roster Sportsmetric, donc je pense qu'elles sont bonnes. Hein. Oui, bon, on va partir du principe. Déjà, on va parler de l'effectif qu'on connaît. Le mec qui tient ELFpedia, il se trompe rarement. Ouais, non, ils sont là. Ouais, non, et puis je sais que c'est un très bon site, ELFpedia. Le problème n'est pas là. C'est toute la communauté ELF qui bosse justement pour alimenter le roster parce que t'as beaucoup d'équipes qui ont un problème de communication pour annoncer. Et là, c'est vraiment un problème au niveau de la ligue et de plusieurs équipes. Donc, non, il n'y a pas de souci. Mais justement, c'est toi, tu tapes une question comme ça parce que les fans, les premiers, sont en demande d'informations à ce sujet-là. Alors, Thibaut nous dit c'est pas ELFpedia, c'est Wikipédia. Oui, mais sur ELFpedia aussi. Je pense que Wikipédia a repris ELFpedia. Oui, je pense que les gens qui font les pages wiki des franchises ELF quand même prennent les infos sur ELFpedia. C'est clair que les Wikipédia est alimenté après ELFpedia. Oui. Voilà. Bref. Toujours est-il qu'on a quand même de quoi discuter, même sans forcément revenir sur tous les noms qui sont apparus et qu'on n'a pas encore officiellement annoncé du côté de la franchise parisienne. Ça viendra d'ici à samedi, puisqu'on rappelle que le premier match c'est samedi. Qu'est-ce qu'il nous montre, lui? Tu veux une Madeleine, Flav? Non, merci. Je ne veux pas de Madeleine, c'est gentil. Alors, parce que ce live va être aussi rediffusé en podcast, on va préciser ce qui vient de se passer. Waïk vient de me tendre à l'image une Madeleine. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Je ne me méfie plus maintenant avec lui. Ça fait 1 an maintenant que je le fréquente. J'en ai vu des vertes et des pas mûres et mon épaule également. Alors, on revient donc sur l'attaque des Paris Musketeers avec évidemment l'information principale, le changement peut-être numéro 1, où est Zach Edwards? Il n'est plus là. Qui voilà Jalen Anderson.
Alors, on sait que Jalen Anderson a des stats stratosphériques en JFL. On va pas se cacher, je crois. De mémoire, c'est 126 touchdowns lancés, 9 interceptions en 2 ans. Bref, il a fait passer la JFL pour Madden en mode ultra facile. Mais est-ce que il a les capacités pour toi, Wake, de passer l'échelon au-dessus et de réussir en ELF? Là où il faut remettre les nombres qu'il a postés en GFL en perspective, c'est que selon les spécialistes de la GFL, il avait vraiment une équipe au-dessus de celle de tout le monde l'année dernière et les 2 éditions précédentes. Donc, c'est plus facile quand tu es entouré d'une équipe All-Star de survoler un championnat comme la GFL. Une fois qu'on a dit ça, le pédigré du joueur parle pour lui-même. Quand tu es passé par Boise State, c'est Division 1, mais en fait, en Division 1, il y a différentes conférences, il y a différentes catégories de Division 1. Tu vois? Donc, il vient d'une vraie fac de Division 1 dont on entend vraiment parler quand on suit la NCAA. Tu vois? C'est une fac qui rigole pas. C'est Boise State. C'est la fac d'Ashton Genty. Par exemple. Khalil Shakir. De Khalil Shakir, par exemple. Donc, avec qui Jalen Anderson a joué. Donc, c'est un joueur qui a un vrai pédigré, qui doit avoir un vrai IQ football, qui, de ce que j'ai vu de ses highlights, c'est un joueur qui est à la fois double menace, mais qui est aussi capable de te découper depuis la poche. Donc ça, c'est très intéressant. Pour moi, très honnêtement, c'est comme je le dis dans ma preview qui est disponible sur ma page YouTube, c'est un upgrade par rapport à Zach Edwards. Pour moi, il n'y a même pas photographie. Et pourtant, tu étais un grand fan de Zach Edwards. Jus Jalen Anderson, quel est ton regard là-dessus? Il y en a qui le disent potentiellement, c'est déjà, rien que son nom, avant le début de la saison, est déjà potentiellement un non-candidat au MVP. Vu ce qu'il a produit en JFL et même par rapport au parcours pour en arriver là, ouais, je pense qu'on peut le mettre dans les contenders MVP. Après, il faudra confirmer. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le niveau JFL, quand on regarde les grosses équipes allemandes en JFL et ce qu'on a en ELF, on peut comparer un peu certains match-ups. Donc, il a aussi eu une très bonne connexion avec un receveur américain qui s'appelle Brandon Beaulieu, qui est chez lui les Nordic Storm, qui était vraiment sa cible favorite chez les Potsdam Royals. Et là, on espère qu'il va retrouver une connexion comme ça avec Mitchell. Donc, c'est avec toutes les cibles de l'effectif. Et je pense que oui, il va apporter. Il pourrait, je pense, être plus fort encore qu'Edwards. On va, je pense, quand même s'asseoir sur ses capacités qui sont les passes en profondeur. Et comme dit Wake, c'est d'aller chercher toutes les courses faisables par un QB double menace. Et je pense qu'il pourrait lancer beaucoup de touchdowns. Meilleur que Zach Edwards, qui, rappelons-le, Zach Edwards est le joueur offensif voilà. de l'année en titre, quand même. Donc c'est au minimum, je pense qu'on a ça, un joueur offensif de l'année ou un potentiel MVP, donc c'est déjà énorme pour ne pas downgrade la position de QB quand tu passes de Edwards qui a marqué le LF à un nouveau QB américain. On a été chercher le meilleur qui était dispo, quoi. Après, en soi, le LF, quand j'ai pas envie de. Là, vous me forcez limite à taper sur Zach Edwards. Je vous vois venir dans la façon dont vous parlez de lui. Je finis par vous connaître. C'est pas notre genre. Oui, bien sûr. Mais en fait, le niveau de l'ELF lors de sa création et le niveau de l'ELF aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, on attire vraiment des joueurs de Division 1 américaine. On attire des coachs de renommée. On attire les meilleurs joueurs de la GFL, ce qui n'était pas peut-être forcément le cas au tout début de l'ELF. Et t'as encore des joueurs qui repartent en GFL. Hein. Et voilà. Donc là, le niveau, à l'époque, bien sûr que Zach Edwards, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais à l'époque, quand il a dominé l'ELF, oui, il dominait l'ELF parce que le niveau était moins fort. Aujourd'hui, on est à un autre niveau. Et pour moi, le changement de quarterback se justifie, même si Zach Edwards était encore disponible. Très bien. Est-ce qu'en général, les All-Stars JFL s'en sortent bien en ELF ou bien y a-t-il des catastrophes? Alors ça, c'est Jules qui est spécialiste. Alors non, pas vous. Non, je suis pas tant que ça un spécialiste de la JFL. C'est juste que je suis justement plutôt les fins de saison JFL pour voir qui c'est qui a performé, qui a fait. Généralement, quand t'es All-Star JFL,
C'est là où je pourrais justement, que j'explique souvent aux gens sur les réseaux, c'est que quand chez Paris ou n'importe quelle équipe ELF, on recrute un Américain ou un mec qui vient d'une équipe JFL, on peut s'attendre que ça soit quelqu'un qui ait évolué dans des équipes JFL qui aurait tout à fait le niveau pour être en ELF. L'exemple simple, excuse-moi, je viens de te couper, l'exemple simple, c'est Austin Mitchell l'an dernier. Voilà. Austin Mitchell était chez les Dresden Monarchs en GFL. C'était le joueur offensif de l'année, je crois, ou à peu de choses près. C'était le meilleur receveur de GFL quand lui, il y était. Et c'est genre de loin. Et bien, il est arrivé en ELF et il a été All-Star, quoi. Voilà, il a eu un impact tout de suite, direct sur la ligue. Après, il doit y avoir des contre-exemples, sans doute, dans l'histoire de l'ELF, évidemment. Des gens qui réussissent pas à passer d'un gap à l'autre, mais on peut faire confiance là-dessus sur le bord des Mousquetaires. S'ils sont allés chercher Jalen Anderson, c'est que, voilà, de toute façon, lui, déjà l'année dernière, à l'intersaison dernière, il y avait eu des discussions, est-ce qu'il allait partir, est-ce qu'il allait arriver en ELF. C'était sans doute le moment pour lui de passer à autre chose. C'est le moment, entre guillemets, par chance, même si on sait que c'est pas forcément le mot adéquat pour la situation de Zach Edwards, mais c'est le moment où Zach Edwards a quitté les Paris Musketeers aussi. Donc, en fait, tout s'est imbriqué de bonne manière pour que Jalen Anderson débarque à Paris. On a quand même au niveau du corps de receveur, on n'a pas eu beaucoup de, enfin s'il y a quelques nouveautés, mais bon, on garde l'import américain, Austin Mitchell qui est encore là, on garde Rémi Berthelin, on a toujours Florian Larose même s'il bouge en position de tight end, on a toujours Kevin Mwamba, on a qu'est-ce que j'ai oublié, Anthony Maungu, Anthony Maungu, bref, le gros le gros de l'équipe de receveurs est à peu près la même. On a quand même une grosse arrivée au niveau des running backs avec Nicolas Candard pour suppléer et compléter Chris Wombo. Vous, sur ces postes-là, vous direz que l'effectif s'est renforcé par rapport à l'an dernier ou qu'on reste sur le même étiage par rapport à l'an dernier? Je pense honnêtement qu'il s'est renforcé, puisque je préfère, même si j'ai rien contre Jason Aguemon, je pense que Nicolas Candard est une plus-value par rapport à ce que nous apportait Jason Aguemon, notamment l'année dernière. Il manque que Yanis Paulin. C'est clair. Et puis, tu as oublié de mentionner le retour de Stéphane Fortes. Oui, parce qu'il n'a pas été annoncé officiellement. Et moi, c'est pas grave. Moi, je ne sais pas ce qu'il n'a pas été annoncé. Ah, d'accord, mais bref, rendez-vous samedi pour le voir, si vous voulez. Mais... Là, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai annoncé quoi que ce soit. Tu prends tes responsabilités. Oui, je les prends. De toute façon, il est annoncé sur ELFpedia, donc à partir de ce moment-là, moi je dis. Et donc, Stéphane Fortes, qui est un peu, comme je le dis dans ma vidéo preview qui est disponible sur ma chaîne YouTube, qui est un peu dans le même style en fait que Austin Mitchell. C'est un receveur qui est même gabarit en fait, à peu de choses près, très très rapide. C'est un des receveurs les plus rapides qu'on a. Et je pense qu'il est même le receveur le plus rapide qu'on ait dans l'effectif. Et qui est à la fois aussi retourneur, kick et punt. Et donc, on va avoir vraiment une double menace en special team si tout le monde va choisir de taper en touche. C'est comme à Valenciennes. Comme à Valenciennes, ils vont tous taper en touche. Comme ça, au moins, ça sera réglé. Ça sera réglé. On va se taper que des retours de 40 à 40 yards. On va tout commencer sur nos 40, nous. Ça, c'est tout d'avance. C'est clair. Donc voilà. Est-ce que la grosse faiblesse de cette attaque, finalement, c'est pas la ligne offensive? Oui. Est-ce que ça vous fait peur, cette ligne offensive? Surtout, par rapport à tout ce qu'on va affronter, il va falloir que ça tienne le coup. Déjà que c'était un peu un objectif l'année dernière qu'elle tienne et à la soutenir par rapport à ce qu'ils ont dû affronter. Mais cette saison, ça va être très long avec un calendrier comme ça, des adversaires comme ça, des gros matchs, que la ligne tienne toute la saison. Mais je suis confiant parce qu'on n'a pas été chercher Nico Candard pour rien. Il a fait une super saison avec le Surge. Et le but, c'est qu'on reste quand même sur un jeu de passe développé, mais aussi le duel avec Wombo au sol va être incroyable, je pense. Wombo a fait une super saison aussi. Donc là, le but, c'est que les running backs ils puissent se faire plaisir. Donc là, si la faille, c'est la O-line, je pense que c'est un des trucs qu'on voit aussi en ELF, c'est qu'au début de saison, on peut très vite aussi ajuster avant la deadline signing les O-line. Et il y a peu de doute que avec le coaching staff, ce sera un truc qui pourra être réglé dans la saison s'il y a un souci, quoi. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que tu sais que, par exemple, tu perds Thomas Filici. Alors, quand on l'avait reçu dans le podcast, il n'était pas spécialement content de sa saison l'année dernière. Mais moi, je trouve qu'il avait fait plutôt une bonne saison. De l'autre côté, on avait Olivier Bordin en fin de saison. Et je vous invite
à ceux qui peuvent à regarder les matchs qu'il a joué, Olivier Bordin, avec les Mousquetaires, notamment celui contre Munich à Valenciennes, où il n'a pas perdu une seule rep en passe pro et en run block. Il a été impérial. Et ça, ce sont 2 vraies grosses pertes. Alors, à voir ce que vaut l'import danois, Jonas Egerup, ou Egerup, je ne sais pas comment on prononce, là, je suis désolé. Tu maîtrises pas le danois. Tiens, tu maîtrises l'allemand, mais tu ne maîtrises pas le danois. Malheureusement, non. Malheureusement, ça fait partie des rares langues que je ne maîtrise pas. Et à voir ce qu'il va proposer sur le terrain. Mais ouais, petite inquiétude quand même. L'intérieur de la ligne va être solide avec Louis Thomas en garde, Jérémy Gasparo, Nior Badian. On va être plutôt solide. C'est plutôt du côté des tackles que cela m'inquiète un peu. Oui, puis surtout quand tu vois les edge qu'il y a dans les équipes justement que tu vas jouer, il faut que les tackles ils aient chance cette saison, quoi, en particulier. C'est clair. Bon, en tout cas, petite inquiétude sur la O-line. On verra bien ce que ça peut donner. Alors, il me demande s'il n'est pas norvégien, notre ami. Il est peut-être norvégien, hein. Peut-être que je dis une bêtise. Hein. Oui, bah, ça ne serait pas la première. Ouais, il est norvégien. Non, il est norvégien, ouais, c'est vrai. Il a joué. Les amis, il y a une question de Thibaut qui nous dit, pour suivre un petit peu le fil de la conversation, le peu de changements en receveur star risque-t-il de poser problème ou bien sommes-nous la meilleure équipe de receveurs de la ligue? Il y a quand même du monde au Rainfire aussi. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Au Rainfire, il y a Arlan Kofi, Jordan Bois. C'est pas vilain. On démérite pas face aux autres équipes justement qu'on va jouer cette saison et au final non justement tu as de la continuité parce que tu as des équipes qui renouvellent à la fois les postes de QB dans receveur qui sont en plus quand tu veux ta connexion QB receveur américain. Donc là même si on change de QB, il y a de la continuité de l'année dernière chez les receveurs, les tight ends et running back. Tu rajoutes justement des éléments, tu renforces ces escouades là. Donc pour moi, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et avec Anderson, je m'attends, si ça marche bien, il lance 3500, 4000 yards, ou alors il fait ses 700-800 yards au sol. Donc non, ça devrait produire. Ah non, ouais, on va clairement, comme le dit Edo 3000, un excellent corps de... Qui est cette personne d'ailleurs? Je connais pas, jamais entendu parler. Mais non, en vrai, on a un corps de receveur qui est très très intéressant. Alors, bien évidemment, vous connaissez toute l'affection que j'ai pour notre cher Malik Stanley. J'aurais voulu que Paris signe Malik Stanley. Bon, ça s'est pas fait. On va pas se plaindre d'avoir Austin Mitchell qui fait le taf. Mais non, on a la chance d'avoir des receveurs très très doués en France. Et donc, c'est une vraie chance qu'on a à ce niveau-là de ne pas avoir à dépenser de postes d'import européens sur le poste de receveur, quoi. Il y a très peu d'équipes qui le font. Merci mon Wake. On parlera de la défense juste après, du coup, puisque John vient d'arriver. Donc on va saluer déjà John qui est avec nous. Et puis à l'heure. Just in time, John. Hey. Parfait. Welcome back. Glad to be back. How are you guys? Ça va très bien. Good. Allez, moi, je réponds en français. Non, moi je réponds en français. Ça va très bien. Vous me connaissez. Ça va très très bien. Alors John qui sera avec nous, je précise pour les gens du chat, vous pouvez poser toutes vos questions, il sera avec nous en gros maximum 1 heure parce qu'après je crois qu'il a un petit avion à prendre. Il doit aller voyager vers une certaine ville dans laquelle il se trouvera pour ensuite aller à un match samedi du côté de Bondoufle. Je n'en dis pas plus. Voilà. Je ne vais pas trahir les plans de vacances de notre ami John McKeon. Mais voilà, en gros, l'idée qui se pose. Comment ça va, John, depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui, tu fais la trappe, comme d'habitude. Ouais. How you doing, John, since last time? So I'm good. We're busy. It's the busiest time of the year. You guys called us with a lot of news going on. Donc il dit que ça va bien, mais qu'il est très très occupé. Il a beaucoup de taf. Hein, comme un certain Edo 3000. On ne sait pas qui est cette personne, mais on croit connaître, on croit savoir qu'il est quand même occupé lui aussi. Première question, on est en train de parler de l'effectif, John, et je posais cette question à Wake et à Julien. Est-ce que pour toi l'effectif de cette saison 2025 est plus fort que celui de 2024? In your opinion, do we have this year a better team than last year?
A better team. I mean, that's tough. I mean, we haven't played a game yet, so I don't think it's hard for us to know. But I mean, last year we had some incredible guys that we lost. But I think kind of like, every team is a new team every year. I don't know how to. We recruited well in the off season. We brought in some guys. We brought in some great coaches, and I mean, I think defensively we're going to be dangerous this year, which I think is a big part of being successful in this league, is stopping the other team. So I don't know if that answers your question, but yeah, I think we have a great team. Donc il a du mal à se prononcer, John. Parce qu'il dit que l'année dernière, on avait quand même une bonne équipe, une très bonne équipe, on a perdu des joueurs importants, mais que cette année, on a quand même signé de très bons joueurs aussi. On a fait venir un nouveau coaching staff. Et il pense surtout que là où on sera vraiment très très bon, c'est défensivement, où on va être vraiment, comme il le dit, dangereux. Et que pour lui, il est vraiment important dans cette ligue de pouvoir stopper les attaques adverses, et on devrait pouvoir le faire avec la défense qu'on a. Alors, tiens, en parlant de défense, j'ai une question de Thibaut que tu vas pouvoir poser, Wake. Question ultra importante. Où est Chandler Jones? Where is CJ, aka Chandler Jones? Yeah, we talked with CJ, early this year, yeah, I mean, I think that's a good question for John Booker and our coaching staff. I mean, I wasn't part of the, I'm not part of the negotiations that's there with the players, but I know that we were in talks with him about coming back. Obviously, it didn't work out, but I mean, we obviously saw who we announced this morning, and Jamalcolm is somebody we had tried to recruit for many years, actually. So we knew how great of an athlete Jamalcolm was, and how badly we want him in Paris. And this year, kind of things lined up better than they did in the past years, and he's going to make our defensive backfield scary. Donc, il y a eu des discussions avec Chandler Jones cette intersaison. Après, John Norton n'en sait pas plus que ça, parce qu'il ne fait pas partie vraiment des négociations avec les joueurs. Ça, c'est plus John Booker et le coaching staff qui s'en occupent. Mais voilà, ils ont essayé de le recruter, de faire revenir Chandler Jones. Ça ne s'est pas fait. Et puis, du coup, ils ont annoncé plus tôt dans la journée la signature de Jamalcolm Liggins, qui est un defensive back, un cornerback américain vétéran en fait en ELF, et qu'ils avaient essayé de signer déjà auparavant. Ça n'avait pas fonctionné. Il avait signé à Francfort, et puis là, ils sont plutôt contents de l'avoir dans l'effectif. Jamalcolm Liggins, qu'on connaît bien, puisque en tant qu'adversaire de Francfort, notamment ces dernières saisons, on a eu à l'affronter notre ami Jamalcolm Liggins. On n'est pas malheureux de l'avoir de notre côté. Donc voilà, ce sera une bonne chose. Et puis tant qu'on parle du backfield défensif, alors on en reparlera peut-être après quand John sera plus là, mais à noter aussi la signature de Souleymane Karamoko, l'ancien joueur de CFL, qui débarque aussi à Paris. Donc voilà, ça, quand même un corps. On avait un petit peu peur avec le départ de Maceo que ça puisse s'affaiblir. Il y a quand même des noms assez intéressants qui ont signé. Du côté du backfield défensif, vous pouvez me donner votre avis. Hein. Oui, Kéju, vous avez le droit. Ah non, je tout à l'heure. Moi, je suis tout à fait. Attends, moi, je veux en parler maintenant, hein, comme ça, je vais Julien en parler tout à l'heure. Moi, je suis très heureux du backfield défensif. Très honnêtement, j'aurais, bien sûr, pour être honnête et transparent, de toute façon, j'ai dit dans ma vidéo, j'aurais préféré revoir Chandler Jones revenir. Mais une fois que Chandler Jones ne revient pas, Jamalcolm Liggins, c'est un joueur vétéran qui a l'habitude de jouer en ELF, qui a tout à fait le niveau. Et là où je suis vraiment content, c'est de voir Souleymane Karamoko, de voir Kevin Fortes, de voir Wilmaël Pétion, de voir Amir Kilani. Moi, quand je revois la liste des défenseurs qu'on a, et même la ligne défensive, de revoir l'animal, Stanley Zerigbe, Valentin Niawa, Lamont McDougall, on est chargé en défense. Avec un coach qui est pas un peintre en défense non plus. Avec pas le dernier en défense. Avec un coach défensif, on a des munitions. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Alors, on va prendre les questions, Grislab, ne t'inquiète pas, je note tes questions, on va y revenir juste pour avoir l'avis de John sur ce dont on a déjà discuté. On a parlé du calendrier qui était très difficile pour Paris. C'est quoi son regard sur ce calendrier?
What do you think about the schedule of the Paris Musketeers this year? We've had tough schedules every single year, and this year seems even more tougher on us. What do you think about that? Yeah, I think my theory is that everybody wants to beat and play Paris. Everybody wants to play Paris. Like I meet a lot of the other owners and a lot of the other management in our meetings in the off season, and we are a very attractive opponent. Not only to host, like everybody wants us to come to their town and play against them because they think they'll attract a big audience and a big crowd if Paris is in town. And then everybody wants to come to Paris too because they want to visit. So on both sides, I think that we are an extremely attractive opponent, and it makes us, Rhein-Fire, Vienna Vikings, Frankfurt, Stuttgart. We have another loaded schedule, and I mean, listen, I think. Iron sharpens iron. Our guys don't back down from anyone. Our coaches don't back down. And the only way you're going to become the best is if you beat the best. So, I mean, I think our guys are up to the challenge, and we're ready. We're ready to take on anybody. Ouais, donc en fait, John nous dit que la vraie raison, c'est que Paris est une ville attractive. Et oui, voilà, c'est ça le problème. Virez-moi cette tour Eiffel, virez-moi cette Non, mais clairement, en fait, voilà le problème. Ce qui s'est posé dans ces nombreuses réunions qu'il a eues avec les autres propriétaires des clubs des franchises de LF, c'est que voilà, il ressort que les clubs veulent venir à Paris et veulent recevoir Paris, parce que Paris est une équipe qui attire. À l'extérieur, ça fait venir plus de gens, et quand ils se déplacent à Paris, ils aiment bien forcément visiter la ville. Après, il n'a pas spécialement de soucis avec le calendrier. Comme il le dit, c'est en affrontant les meilleurs qu'on devient meilleur. C'est Marc Mathioli qui nous avait dit ça aussi. Aussi, c'est vrai. Mais c'est un peu la mentalité, tu vois. Quand tu es compétiteur, c'est exactement ça. Donc, tu deviens meilleur en affrontant les meilleurs. Et pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Donc, si Paris veut s'établir comme meilleure franchise de LF, il va falloir taper le Rhein-Fire, les Vikings, les Surge. En parlant de battre les meilleurs, ce samedi 17 mai, au stade Robert-Bobin de Bondoufle, les Paris Musketeers affrontent donc le Rhein-Fire, double champion en titre, équipe que nous avons jamais réussi à battre 3 fois à la régulière et 1 fois à cause d'un arbitre. Et donc, c'est... ça t'es pas obligé de le traduire. 4 défaites contre le Rhein-Fire. Comment on fait pour battre ces Allemands? Comment on fait pour enfin réussir à les battre? So on Saturday we play against the Rhein-Fire, we never won against them. We always lost. How do we beat them? Yeah. En mettant plus de points, merci. That's a good question. If I knew, I would be the coach. But I mean, Rhein-Fire. I mean, Rhein has they have a reputation for being, smash mouth football. Like, these are guys who, they're physical, they're big, and they're not gonna back down from a fight. So I think, you have to meet them. You can't avoid the line of scrimmage. Both on the offensive and defensive line, being strong, being confrontational, standing up and not getting pushed back on either side. Games like this are won at the line, but also Ryan in the past has had very good coaching staff that knows how to find any team's weaknesses and pick them apart. So, they had Andrew Weidinger the past 2 years, which I know, they scored a lot of points on us. So I think, to my point earlier about how strong I believe our defense is, I think it's our defense's opportunity to stop the weapon of the Rhein-Fire offense, which, yeah, they lost Jadrian, they lost Glenn Tunga, but, they reloaded with a lot of guys. And, Chad Jeffries threw for, I can't remember how many yards he threw for last year, but I think he was just behind Zach. So he's definitely a weapon, and they still have Harlan Kofi. They have tons of weapons on offense. So, I think our defense stopping their offense is a key matchup.
Donc du coup, pour faire court, entre guillemets, il ne sait pas comment les battre. Nous non Parce que plus. s'il le savait, il serait coach. Et malheureusement, c'est pas le cas. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est une équipe qui a des joueurs qui sont durs au mal, physiques, imposants. Et qui sont, en plus de ça, très bien coachés. Ils ont beaucoup d'armes. Alors, c'est vrai que cette année, ils ont perdu à la fois Jedrian Clark et Glenn Tunga, leurs deux meilleurs joueurs de l'année dernière. Mais ils ont recruté Chad Jeffries qui était juste. Alors, j'ai pas les chiffres, hein, Julien, peut-être que toi tu les auras, mais qui a lancé énormément de yards la saison dernière, peut-être juste un petit peu moins que Zach Edwards, mais qui en a aussi pas mal. Puis un des meilleurs QB de toute façon. Voilà, l'un des meilleurs QB de la ligue. Statistiquement parlant. C'était l'ancien des Munich Ravens, hein, pour ceux il fait 3 milliards 35 touchdowns pour 6 interceptions. Voilà, donc c'est des stats qui sont impressionnantes. Ils ont toujours Alan Kofi qui est le top 2 receveur européen. Ils ont vraiment des joueurs. Et pour John, justement, ce premier match, c'est une occasion pour notre défense de montrer qu'elle est capable de stopper le Rheinfire et de montrer tout simplement qu'on a peut-être une défense élite chez les Paris Musketeers cette année, et que si on gagne ce match, c'est pas spécialement l'attaque qui va nous faire gagner, mais c'est plus la défense qui aura vraiment les clés de ce match. Bon, alors faut que ce soit un match défensif, hein, franchement, pour le gagner. Et comme il disait John, c'est aussi le coaching staff, tu vois, chez le Rhein, parce qu'au final, en ELF, quand tu as des franchises d'expansion, souvent on va chercher du staff chez le Rheinfire, et donc c'est pas pour rien que c'est aussi une équipe très bien coachée, quoi. Pour pouvoir réussir à battre le Rheinfire, on va avoir besoin du public. Alors je sais qu'on va pouvoir compter sur la Red Company, bien évidemment, ça, comme toujours, et on les salue puisqu'ils sont dans le chat avec nous. Mais on a deux questions qui se rejoignent. Quelle affluence s'attendre samedi au vu des ventes, et donc ça donne quoi la vente de billets? Est-ce que John a une indication sur la vente de billets, puisque maintenant on le sait, ce ne sera pas à Bauer mais au stade Robert Boba? Do you know how many tickets were sold for the next game Saturday? Yeah, I think we've surpassed 1,000 tickets sold. I think yesterday we passed 1,000 tickets sold, which, you know, we obviously changed stadiums pretty late in the season and recently. So, you know, I think to sell over 1,000 tickets in the short amount of time, I think is a testament to people wanting to come see us. And I think we'll probably sell another 1,000, if not more than that, during this week. Usually most ticket sales happen this week, you know, leading up to the game. So, you know, if it follows the same trajectory of ticket purchases that have happened the past couple of years, yeah, I think we're going to have a really good crowd. It's going to be really exciting. Donc pour l'instant, on a passé aujourd'hui la barre des 1000 places, des 1000 tickets vendus, et ils pensent que en général, la semaine où on vend le plus de tickets, c'est la semaine du match. Donc c'est cette semaine, il s'attend encore à vendre encore un peu plus de 1000 places, et avoir vraiment un stade qui ne sonnera pas creux samedi, encore une fois. Contrairement à ce qu'on a pu entendre. Contrairement à ce qu'on a pu entendre un peu partout, on s'est dit, tout le monde nous a dit, il n'y aura personne à Bondoufle. Et ben peut-être que il y aura quand même un peu de monde. Et si vous n'êtes pas à Bondoufle, c'est le moment d'une petite annonce. Si vous n'êtes pas à Bondoufle et que vous êtes devant votre écran, parce que peut-être que vous avez d'autres choses à faire en ce samedi, ou que vous habitez trop loin pour venir à Bondoufle, avec notre cher Wake et Gaël Janicagnan, nous allons animer un pré-game show, mon cher Waik, en direct du stade Robert Bobin de Bondoufle. Ce sera de 17h à 17h45. On sera sur la pelouse, au plus près de l'échauffement des Paris Musketeers, avec des invités, on vous en dit pas plus, qui viendront nous voir, et on parlera, on fera tout ce qui touche à ce match, à la présentation de ce match face au Rheinfire, les facteurs X défensifs, offensifs de chaque équipe, présenter les équipes, les match-ups intéressants dans la rencontre. Bref, ce sera tout ça. C'était une idée de Waik, donc je rends à César ce qui lui appartient. Lors du dernier live avec John, il en avait parlé. On a discuté avec les Paris Musketeers. Ils nous ont dit, écoutez, on vous confie les clés du camion. Let's go tout le monde. Et voilà. Donc ça se fera sur Twitch en direct à 17h. Nous aurons le pré-game show avant le match contre le Rheinfire en direct de la pelouse du stade Robert Bobin, mon cher Waik.
Tout à fait. C'est d'ailleurs, thank you, John and the Paris Musketeers, to allow us to do a pre-game show at the stadium, just next to the guys. That was a wish that I had, that I expressed to you last time we talked, and it's a huge honor to do that. It was really a dream of mine, and I'm really thankful for you guys to allow us to do it. No, this is exciting. I mean, this is what it's all about. It's getting people down close to the action. You know, telling our fans and communicate, helping us communicate. I mean, on our last call, you mentioned how, you know, that's one area that we can improve and we want to improve. And I think that you guys being part of, you know, of the Musketeers family is a huge part of that. And having you on the sideline is going to be great to get you close to the action, get you around the players, get you up close with the cheerleaders and everyone. So it's going to be great. Donc voilà, il est content de nous permettre de réaliser ce show, pre-game show de cette émission à côté des joueurs, à côté des cheerleaders au stade Robert Bobbin, parce qu'il sait que la communication c'était quelque chose qu'on lui avait mentionné comme un point faible, en tout cas durant cette intersaison. Donc il avait à cœur de corriger le tir et nous permettre de faire cette émission. Ça nous permettra aussi, et ça leur permet de communiquer un peu plus aux fans et en fait il dit aussi qu'on fait partie de la famille mousquetaire, hein, toi Flav, Julien, moi, Gaël, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympathique d'entendre tout ça. Voilà. 17h sur Twitch, sur le Twitch de The Playoff FR, vous pourrez donc suivre cette émission et on espère que vous serez nombreux à venir. On fait un test pendant ce match-là et puis si jamais ça fonctionne, ça pourra donner lieu à d'autres émissions, bien entendu. D'autres questions qui nous sont venues dans le chat, il y en a beaucoup. Alors on va y aller, on va essayer d'y aller étape par étape. Si vous avez une question sportive ou autre à poser, les amis, allez-y pendant que je fais le tri dans les questions du chat. Julie, Wake, non, une question. Sinon, j'en ai. Vas-y, prends des questions du chat. Alors, prends des questions du chat. On va partir sur les projets d'équipe. Avec les départs de Marcangelo et Franzi, le projet Paris Musketeers est-il toujours viable à long terme? With the departure of Marco and Franzi that was announced earlier last month, is the Paris Musketeers project still on point? Yeah, I mean, you know, Marco and Franzi were a big part of us, you know, starting this thing up a couple years ago, and you know, we owe a lot to helping us get the project started, and they added a lot to it. Now, I mean, just like a football team, like, you know, I would love to have, you know, Zach Edwards, you know, forever. I would love to have, you know, a lot of our players stick around year after year, but you know, people move on and you know, leave to go on to other things, and I think it's just part of kind of the business growing, just like it's part of when the team grows. But yeah, I mean, we are, you know, the ownership, the investors, you know, we are all in. Like there's nothing we are not doing that's going to make this thing support it and be successful. We're a young business, so there's things that are going to change or just kind of, but we look at it as always improving to get better and, you know, bringing in new management, improving things on the front office side are all part of that. Donc, il dit que bien évidemment, c'est dommage de voir partir Marco et Franzi parce qu'ils faisaient partie du projet initial. Ils ont aidé à construire cette équipe. Mais ça fait partie du monde professionnel et du business. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Il aurait aimé pouvoir garder tout le monde comme sportivement. C'est un très grand fan de Zach Edwards. Il aurait aimé pouvoir le garder éternellement. Mais malheureusement, des choses font que les gens viennent, les gens partent. Ça fait partie du processus d'une jeune équipe comme celle des Paris Musketeers. Mais voilà, ça n'empêche qu'eux, ils sont... pour trouver de traduction all-in, engagé pleinement dans le projet des Paris Musketeers et voilà, en grosso modo. En parlant du projet, il y a quand même eu une annonce particulièrement intéressante la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'est ce partenariat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, on en avait aussi parlé dans le précédent show qu'on avait fait, dans la précédente émission. J'avais même incité John à aller du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est un peu grâce à moi, bien évidemment. Si cette équipe a été choisie, c'est bien évident. On a une question de Grizzlab qui nous dit en quoi le partenariat avec les Saints est-il un game changer
qu'est-ce que ça va changer en fait ce partenariat? So you just announced a partnership with the New Orleans Saints, which is, by the way, the favorite franchise of Flavien. He's a big fan of the New Orleans Saints. I don't know why, but he is. Why would you be? T'as pas le droit de dire de méchanceté puisque les Saints font partie de la famille mousquetaire aussi. Non, mais je Derek Carr est parti, donc il est un peu triste. Non, il est content. No, but what does it change for the Paris Musketeers to have the new partnership with the New Orleans Saints? I mean, I think it's a testament to show how the NFL, how NFL teams look at the future of their brands, the future of their businesses, and where the sport is going to grow. I mean, we've been talking with the Saints for a while about figuring out kind of what a partnership is and what it's going to look like, and we're still figuring it out. I mean, but we both have very similar goals, which is to grow the sport of American football in France and in Paris. The Saints brand is obviously, it's well known in the U.S. It's well known, worldwide as Flavien here is a fan, but they are looking to expand their brand and to grow further, to bring kind of Saints culture, New Orleans culture, the NFL culture into France, into Paris, and they're looking at us and to join in partnership with them to do that. Some of the biggest, I think, early activations we're going to do with them are around the NFL's flag initiatives, which obviously leading up to the Olympics in 2028, all the NFL teams are looking at doing big flag activations and helping grow the sport to get more exposure to the youth. It's obviously more accessible than putting on a full set of pads and practicing 5 or 6 times a week. And so we're going to bring a lot of those activations, that brand energy, those partnerships to our game days, but also 365 days a year for Paris Musketeers fans. So we're super excited to have the New Orleans Saints brand and the Paris Musketeers brand side by side, promoting and growing American football in France and in Paris. Ouais, donc en fait, il est très content, bien évidemment. Non, il a dit les Saints sont la meilleure franchise NFL. Voilà, je traduis. Un peu de choses près, ouais. Non, mais il est très content, bien évidemment, d'avoir un partenariat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et pour lui, c'est une preuve de l'engagement de la NFL en général pour le développement du sport dans le monde et notamment en France. Alors, est-ce qu'on a tous les détails? Est-ce qu'ils savent déjà exactement comment va se concrétiser ce partenariat? Non, c'est encore en cours de discussion de comment ils vont mettre en place tout ça. Mais c'est un partenariat qui va tourner déjà autour de la promotion du foot américain en France, de l'amélioration de l'expérience du spectateur au stade, notamment. On sait qu'il y aura une exhibition de flag à la mi-temps du match de samedi, mais ça va aussi tourner autour du flag. Bien évidemment, il a dit que c'est un sport qui est plus accessible à la jeunesse. C'est plus facile de faire du flag que de mettre des pads et des équipements pour aller se taper, pour se rentrer dedans. Voilà, la découverte de la NFL, du foot américain va se faire par le flag. Va y avoir plusieurs événements d'organiser avec les Saints de la Nouvelle-Orléans en France pour la promotion du flag, notamment en vue des JO 2028 à Los Angeles. Donc voilà, ce partenariat va se tourner autour de ça. Ils vont aussi travailler ensemble 365 jours sur 365 pour faire évoluer main dans la main le sport US et notamment le foot US en France. Enfin, après, il y a eu un partenariat qui a été signé, donc c'est vendredi dernier. Derek Carr qui annonce sa retraite 3 jours après. Moi, je veux pas y voir un signe, mais à mon avis, se rapproche de Bondoufle. Non, je rigole, hein, c'est pas vrai. Paniquez pas les gens, c'est pas vrai. Flavien just said that with Derek Carr retiring from the NFL, he might be coming to Bondoufle. To add one point to the Saints partnership, I mean, like their business as a professional football team in the U.S. is our business. It's what we're trying to do here in France and in Paris, and we're learning a lot from them. So I think it's a great resource and partnership on like the business of American football and how it works in the United States and how we could leverage those partnerships, that knowledge, their experience and resources to help us grow this sport
more so in Europe and in France and in Paris. Ouais, donc aussi, ce qu'il voulait ajouter, c'est que, bien évidemment, les Saints de la Nouvelle-Orléans c'est un business, c'est une entreprise qui doit tourner. Et Paris, avec ce partenariat, va aussi chercher à apprendre, à prendre exemple sur comment mener une franchise et développer une franchise de football américain, puisque c'est exactement le même boulot que font les Saints et les Paris Musketeers, sauf que les Saints, ils ont une expérience qui est beaucoup plus ancienne que les Paris Musketeers, donc il faut que Paris s'imprègne et apprenne des Saints de la Nouvelle-Orléans pour se développer déjà en tant que franchise, mais aussi développer le foot américain en France. Bon, petite question toujours, tant qu'on est sur les partenariats, parce qu'il y a une autre question sur éventuellement un partenariat un jour avec la X-League au Japon. Est-ce que ça peut être un partenaire jouable? Would it be possible to partner with the X-League in Japan? Yeah, I mean, I don't see why not. I mean, I don't have tremendous. I've seen some stuff. I think there's a couple guys. I think was it Leo and what's the other podcast? Nick. Yeah, Nick. They went to. It's amazing. Like again, I don't think the X League gets enough coverage or gets enough. It's hard to know a lot about what's happening out there, but there's some great athletes. And I know a lot of Americans and Europeans have gone to play in Japan and had a good time. So, yeah, I don't see why not. Voilà, il ne voit pas pourquoi ce ne serait pas possible de faire un partenariat avec la X-League. Après, il connaît pas plus que ça. Il sait que Léo Sartel et Nicolas. Nick. Pierre Mas. Voilà, Nick. Pierre Mas, voilà, c'est ça, je cherchais. Excuse-moi, Nick, si tu écoutes. Nick et Pierre Mas se sont rendus là-bas et qui ont regardé ce qui se faisait là-bas au Japon. Il sait que c'est une ligue qui est développée, que des Américains y jouent, que des Européens y sont allés aussi et qu'ils ont passé vraiment un bon moment. Donc, ouais, pourquoi pas un jour un partenariat avec la X-League. Jalen Anderson est passé par la X-League. Tout à fait. Brièvement, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais oui, il est passé par la X-League aussi. Il a été MVP, je crois, chez eux. Non, ça tu t'es trompé de Jalen, non, il a joué 5 matchs en X-League, à tout casser. Je croyais, il n'a pas eu le temps d'être... Mais même en 5 matchs, Jalen Anderson est MVP. Et ça se trouve, il sera même élu MVP dès le soir du premier match contre le Red-Fire. Et voilà, c'est comme ça. Il est comme ça, Jalen Anderson. Qu'est-ce que je veux dire? Le business, on reste rapidement dans le business. Islam qui demande quid des partenaires locaux nationaux, parce que le business, faire des partenariats avec les Saints, c'est très bien, mais est-ce que localement il y a un ancrage des Mousquetaires? We saw that you have a partnership with the New Orleans Saints, but how do you partner with local businesses also? Do you have any partnerships? Or will you have more partnerships? What is your relationship? Thinking process about doing partnership with local businesses? Yeah, no, I mean, our partnership strategy is a big kind of it's when we started this thing 2 years ago, no one had seen, like, there was no branding, there was no helmets, there was no team, and we're going to businesses, we're going to partners, and we're saying, oh, we're going to do this really cool thing, we're going to play pro football in France like there hasn't been before. And it's like, it's really hard to get people to buy into the vision of what this could be until they can see it and they can experience it. So I think one thing we've done the last 2 years is really show people what is possible here. And it took substantial investment, but at the same time, we're playing high level football with high level athletes, and putting on a good show and spectacle and experience for fans and families at the same time. And brands want to be a part of that. Now, I think that we have a couple really cool partnerships that we've made that in the last 2 years that have kind of Bonk is our title sponsor. They're a cryptocurrency. They're young, they're aggressive, they're like us. They're envisioning, growing their brand and our brand side by side. And then this year we partner with some really exciting local French brands. Kaiwo, it's an AV company. They're doing a lot of our mic'd up segments. They're going to be doing, we're doing some really cool content with Kaiwo this year.
They do a lot of AV equipment and AV consulting. So they're a partner. You can find them on our website. You could come meet them at our games. They're a great new partner this year. We're working with NutriMuscle again. NutriMuscle supplied us all of our athletes with proteins and supplements. We're doing the same thing this year. So helping keep our guys fit and healthy, in the off season, making sure they're fed. Let me think offhand. Who else we have on deck? Aversol Global, we have a logistics company. I could go on and on. I mean, we just signed a deal with JetBlue, the airline, who's helping us do flights for our guys and coaches to and from the U.S., promoting 2 routes from JFK to Charles de Gaulle and Boston to Charles de Gaulle. So the gist of this is, I know I'm talking a lot. You're gonna have to translate. It's okay. That's okay. Don't worry about it. But what we're doing, I think people have seen it and they love it, and they see also the future of what this can be. They see what the NFL is in the United States. They see the growth of American football happening in Germany, happening in Spain, happening in the UK, and happening in France. And they want to get on board and be part of it, because our fans are the most passionate. The demographic of our fans is exactly what audiences want to be part of. They want to talk to those, sophisticated, cosmopolitan, fans who are interested in global sport. Like, those are the fans that brands also want to talk to, and those are our fans. So I think it's really exciting for the brands that have got involved with us so far. And we're just going to keep growing and keep bringing more people and joining the Musketeers family, because we believe this is the future, and I know people want to be a part of that. Donc, maintenant, tu n'as plus qu'à tout traduire. On t'écoute. C'est un sacré sujet. Non, mais tu vois qu'il est très, très passionné et très engagé dans ce qu'il fait. C'est très pointu quand même. Ouais, c'est sur les détails là, sur les avions, c'est pas mal. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, au début, c'est pas facile. On va pas se mentir. La franchise n'existait pas. Il n'y avait pas de marque. On savait pas à quoi ressemblait le logo. Donc, c'est difficile de vendre, si tu veux. Ça. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble le logo? Ah oui, si. Non, mais tu vois, au début, c'est compliqué de trouver des partenaires parce que tu vends une vision. Voilà, tu vends pas quelque chose de concret. Tu es plutôt dans l'abstrait. Et puis, au bout d'un moment, quand tu t'es lancé, les partenaires, ils ont réussi à avoir des partenaires. Il a parlé de Bonk, la crypto, la monnaie crypto, qui est une entreprise jeune aussi, qui a cette même vision et qui veut et qui a pour but de grandir en même temps que les Paris Musketeers. C'est aussi ça. Ils veulent se développer. Ils font des partenariats. Ils ont signé des partenariats. Alors j'ai pas forcément entendu le nom du premier partenaire là, Cairo. Je n'ai pas bien compris le nom de l'entreprise. Oui, Cairo. On a aussi Muscle. Un truc de protéines. Un truc de protéines, voilà. Excuse me, John, I forgot the name of the... NutriMuscle. NutriMuscle. Okay. Voilà. NutriMuscle. Voilà, donc qui fournit les joueurs en protéines pendant l'intersaison. Et les journalistes aussi. Et les journalistes, si tu le dis. Ils ont signé dernièrement un partenariat avec JetBlue, la compagnie qui permet d'avoir un trajet direct entre JFK aux États-Unis, donc l'aéroport qui se situe, je crois, à New York, directement à Charles de Gaulle. NutriMuscle, ok, merci. NutriMuscle. Ah, ok, I got it. NutriMuscle, ok. Et aussi entre Boston et Charles de Gaulle, donc pour permettre aux joueurs et à leurs familles de voyager tout bêtement. Voilà, donc il y a des partenariats qui se font, et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est qu'en fait, maintenant que les entreprises voient comment se développent les mousquetaires et voient comment le football américain se développe aux États-Unis, elles veulent faire partie de ce développement aussi avec les Paris Musketeers et intégrer, parce qu'ils voient ce que ça apporte et comment ça évolue, ils se disent qu'il faut faire partie de cette aventure avec les Paris Musketeers. Donc c'est pour ça qu'il y a des partenariats qui se font, et aussi ce qui est bénéfique pour les entreprises, c'est que la cible, les gens qui sont ciblés par ces entreprises, ce sont aussi parfois des gens qui aiment le football américain et qui est aussi le public cible des Paris Musketeers. Donc la même tranche d'âge, le même type de personnes. Quand tu dis demographic, c'est ça, c'est le même type de personnes qui sont attirées par les Paris Musketeers, qui peuvent aussi attirer ces entreprises qui sont partenaires des Paris Musketeers. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment un travail en commun.
Et voilà, c'est important de trouver un ancrage aussi national et local et de trouver des partenaires. Et c'est ce qu'ils font au jour le jour. Ils ont de plus en plus, ils signent de plus en plus de partenariats parce que les gens veulent faire partie de cette aventure. Voilà, alors tels que les partenaires que me souffle une personne bien inspirée, et donc on va les citer, mais tu les as déjà cités, on va les reciter, partenaires des Paris Musketeers, donc Nutri Muscle, c'est ça, C'est ça. JetBlue, la CryptoBank, Kaiwo et Reno4U qui sont les partenaires des Paris Musketeers. Donc voilà pour ça. J'ai une question qui plaît beaucoup à des gens qui me soufflent des messages en même temps que le live sur le stade et sur l'expérience du stade. Qu'est-ce que donc il y a Grislam qui nous dit qu'est-ce que Bondoufle va pouvoir amener en plus par rapport à Jean-Bouin ou par rapport à Bauer, plus de tailgate, quelle expérience de fan on va avoir en plus à Bondoufle qu'on n'avait pas forcément à Jean-Bouin. What is gonna be the game day experience like in Bondoufle? That was things that will be done in Bondoufle that was not done or not able to do, that we were not able to do in Jean-Bouin or not doable in Bauer, for example. Mm-hmm. Yeah, so I mean, one of the great things about the people at Stade Robert Boban is they've been very open and willing for us to bring in our partners to do to kind of create a custom experience that we think our fans really enjoy. And one really good example of that is we've partnered with a barbecue restaurant company called Melt. Are you familiar with Melt in Paris? It's American. I gotta stop you right real quick if you don't mind. I don't know Melt, but ils vont excellent, très bonne nouvelle. Moi, je suis content. C'est la meilleure nouvelle du podcast pour Mike. Hein. J'ai compris. You just made my day, John. You just made my day. Best news of the year for him. Ils ont signé un partenariat avec l'entreprise, le restaurant Melt, qui propose des barbecues. Et donc, visiblement, on aurait peut-être du barbecue à Bondoufle. Continue on. Go on. No, I mean, this is exactly, we were kind of limited on some of the resources we were allowed to use in some of the other situations we had. But like here, we can bring in our partners and they can, American barbecue is going to be served at our game. And people can not only experience, the food, but also, not only the sport, but the food and the beer of American football. So, I love that. C'est le côté all-in, tu vois. La tête de Wake, elle est collector. Vous la verrez pas en podcast, mais regardez juste ce moment en replay sur YouTube parce que la tête de Wake est juste. Once you said, s'illumine d'un coup. Once you said beer, you got me. You said American barbecue and beer, you got me. So we'll see how you're doing at that pregame show. How many beers and barbecue you get. Venez tous à Bondoufle, du coup. I'll be fine. Don't worry about it. Question. Donc en fait, attends, je vais traduire. Donc, bien évidemment, donc il y a ce partenariat avec. Donc, ce qu'il a expliqué, c'est que quand on va à Jean-Bouin, on est forcément, de par le lieu où se situe Jean-Bouin, limité par ce qu'on peut faire en termes de game day expérience à Jean-Bouin. Jean-Bouin, c'est en plein centre-ville. C'est compliqué de faire ce qu'on veut autour du stade, puisque ça, c'est réglementé par la mairie. Alors qu'à Bondoufle, ce qui est bien, c'est que les gens... Non, c'est pas ça qu'il a dit. Mais les propriétaires et la mairie de Bondoufle et de Robert Boban sont très ouverts. Et très ouverts aux propositions et à la game day expérience de ce qu'on peut proposer aux spectateurs. Et donc ça, ils sont très contents de pouvoir de travailler avec eux. Et donc on aura ce barbecue américain qui sera proposé donc au bord du stade, plus la bière. Et donc c'est vraiment au-delà de venir voir un match de foot américain, donc se glisser dans la culture américaine de par le sport, on va aussi se glisser dans la culture américaine par la nourriture et la boisson. Et donc ça fait vraiment partie de cette expérience qu'ils essaient de créer, de cet environnement foot américain, de cette ambiance américaine qu'ils essaient de créer autour du sport. Une question vraiment très rapide, en un mot, parce qu'il faut quand même qu'on essuie tous les sujets avec John. On nous a posé la question de combien de places fallait-il vendre à Bondoufle pour être rentable? How many tickets do you have to sell at Bondoufle to be profitable? Well, I mean,
there's different types of economics. Like we kind of, the game day economics are obviously important. You want to make sure you're generating, positive cash flow on game day by, selling more tickets than you are spending money on catering and rent and stuff like that. So that's a big part of it. I think this year we're going to be able to turn a profit because of the, it being more reasonable, some of the costs to play it at Bondouf. But I mean, we have 6 huge parties to throw all year. That's kind of like the business model of American football is that you're generating revenue, ticket revenue, food and concessions, selling merchandise. It's a great opportunity to kind of really generate revenue for the team to support. We pay our players, we pay our practice facility. We house a lot of our players. There's a lot of kind of like costs that go into making sure that the team exists. And through game day, through the fans' support, through the fans coming and watching the games, buying the barbecue, drinking the beer, and wearing the merch, like that's what supports the team. So. It's a 365-day business, but we really only have 6 days to earn money to support it. So we really try to go all in, and we're trying to have a really good experience. So people have a good time, and they want to come down and support the team, cheer on their guys, and beat all the Germans that we're playing. Donc en fait, c'est pas juste le revenu des tickets qui va permettre au projet, si tu veux, et d'être rentable. Ce qui est vraiment important de se dire, et ce qu'ils se disent vraiment, c'est que en fait, on a 6 jours pour essayer de faire rentrer de l'argent pour une entreprise qui tourne 365 jours sur 365. Donc déjà, le challenge, il est là. Et puis, les tickets, c'est sûr qu'à Bondouf, c'est moins cher, donc ce sera plus facile de faire, de rentabiliser, entre guillet, le prêt du stade et de la location du stade. La location du stade, de payer tout ce qui est catering, c'est la nourriture, tout ce qui est... tous les frais que tu as organisé un match, quoi. Voilà, et tout le service. D'où l'intérêt d'aller chercher un match bonus en play-off à domicile, dans ces cas-là. Aussi. Mais c'est aussi pour rentabiliser tout ça, tout ce qui tourne autour du stade, donc la nourriture, la boisson, etc., tout ce qui est fourni. Et donc, c'est pourtant, pour lui, c'est 6 grosses fêtes qui sont organisées à Bondouf. Et c'est pour ça qu'il est important que les fans apprécient l'expérience de venir au match des Paris Musketeers, pour qu'ils viennent payer leur ticket, c'est une chose, mais aussi qu'ils consomment et qu'ils apprécient le moment passé au stade. Donc ça passe aussi par la boisson, la nourriture, mais aussi par le merchandising, etc. Donc c'est toute l'expérience game day des 6 jours qu'ils ont, parce qu'il n'y a vraiment que 6 matchs à domicile dans saison régulière qui sont assurés. C'est toute cette expérience qui doit permettre, en fait, c'est pas juste l'achat des tickets, c'est l'expérience elle-même une fois qu'on a acheté le ticket et qu'on vient à Bondouf, qui est important. En parlant de la Game Day Experience et en parlant, il y a Alicia Matt qui nous demande aussi dans le chat si il y aura toujours des gens pour nous faire vivre au bord du terrain le match. Notamment l'an dernier, c'était Benjamin Bernard et Peter Anderson. Est-ce qu'ils seront encore là ou est-ce qu'ils seront remplacés par d'autres personnes? Do we have for this year a speaker at the stadium? We had last year. Qu'est-ce qu'on avait l'année dernière? Benjamin Bernard et Peter Anderson. Yeah, Benjamin Bernard and Peter Anderson last year. Who will be speaking at the game? Yeah, Peter and Benjamin are coming back. So et voilà, Peter et Benjamin. Great news. Peter aurait pu me le dire. Enfin bon, bref, c'est pas grave. On va lui envoyer un texto. S'il y a que ça, c'est pas un souci. Ça part dans la seconde. Mais en tout cas, voilà. Alors, on est très contents. I'm not sure if Benjamin's going to be at every game. I know there was some scheduling conflict, but I think Peter, maybe they'll both be there on Saturday. I know, but they will be back, and I think they might have some substitute to step in for one or the other. But we will have 2 game day hosts that everyone should be familiar with. So we're excited to have them back. Donc, la belle nouvelle, bon, ça vous l'avez compris, hein, Peter Anderson et Benjamin Bernard vont revenir. Alors, ils ne seront pas forcément là à tous les matchs, tous les deux, tout le temps, à tous les matchs, mais quoi qu'il arrive, ils auront quelqu'un pour les remplacer. Mais voilà, on a les speakers pour les matchs, donc Benjamin Bernard et Peter Anderson.
Voilà. Et le texto est parti à la seconde. Hein. Ah, voilà. En disant à Peter Anderson, tu aurais pu me le dire avant. Et s'il nous écoute, on le salue parce qu'il écoute de temps en temps. Donc on le salue bien évidemment et Benjamin également. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme ça? Ah oui, on avait une question très importante quand même parce qu'il y a une info qu'on n'a pas encore, mais on nous a posé une question. La question est celle-là. On aurait entendu parler d'un changement dans le board au niveau notamment d'un general manager qui pourrait arriver, quelqu'un d'expérience. Qui serait-il? Disons qu'il a perdu, ils en font un nouveau. Hein, donc, Bah oui. We've heard about a new GM at the Paris Musketeers who would like to know his name. Who is the new GM at the Paris Musketeers? Well, we're kind of, I would say, the way a general manager, this is funny because like we were trying to figure out how a lot of these titles work. Because in the United States, a general manager is someone who is in charge of sports. It's kind of like the equivalent of a sporting director I think in most European clubs. So, that's a name that everyone is familiar with is John Booker. John Booker was our offensive coordinator last year. He is kind of stepping into the general manager role. And in charge, but it's truly a sporting director role. Like he's in charge of everything sport. He's in charge of decisions on he builds the roster. He signs the players. He hires the equipment managers. He arranges the buses and the travel and the hotels and anything that touches the football team. John Booker is the manager. Ok. Donc le general manager au sens sportif, directeur sportif de l'équipe. Actuellement, c'est John Booker qui s'occupe de tout ce qui touche le sport, qui signe les joueurs, qui s'occupe des réservations d'hôtels, de vols, qui s'occupe des déplacements, qui s'occupe de recruter le staff. Quand je dis du staff, c'est les assistants pour les équipements, pour voilà, ce genre, les bénévoles, tout ça. C'est John Booker qui s'occupe vraiment de recruter tout ce qui touche aux sportifs. Mais je pense que Flav, oui, on parlait de quelqu'un d'autre. D'un point de vue administratif, c'est ça. Oui, tout à fait. De joueurs aussi, tu vois. Vas-y, mets les pieds dans le plat parce qu'on a le droit de le dire. Donc, on a appris l'arrivée de Sebastian Stolz. Ah, ok. Oui, we heard about the signature of Sebastian Stolz. Who comes from Germany and the Munich Ravens. Can you talk a little bit about him? Yeah, Sebastian came. He's been consulting with us, and we're going to bring him on board as more of like an operator role, kind of somebody who is he's helping manage game day, for example. Like he's sourcing all the sourcing Melt Barbecue. He's sourcing the security vendors. He's doing a lot of the administration around making sure game day is a great spectacle. And he has a lot of experience he's done this with hockey teams and football teams in Germany for years. And he's very familiar with the league. He obviously was with Munich last year. So he's come on board to really kind of help us elevate our game day experience and just kind of get very organized operationally on the commercial side of the business. So he's not really doing anything with football necessarily. And that's kind of the line between Booker and Sebastian. And obviously we have a couple other partnership people. We have media people. We have a small but mighty front office, and both Booker and Sebastian are part of that. Bon, voilà, Sebastian Stolz qui vient d'Allemagne et plus. Il était GM des Munich Ravens. Voilà, il ne s'occupe pas vraiment du sportif. C'est pas lui, ça c'est pas son rôle. Il n'est pas venu à Paris pour s'occuper du sportif. Il est venu à Paris pour s'occuper vraiment du côté administratif et opérationnel. Voilà, vraiment, si on peut l'expliquer comme ça. Par exemple, c'est lui qui va parler aux partenaires, notamment donc le Barbecue Melt, mais aussi les autres partenaires qui seront là lors des jours de match. Donc c'est lui qui va vraiment s'occuper d'organiser tout ça, la société sécurité, etc. C'est lui qui voilà, c'est quelqu'un d'expérience. Il a bossé en Allemagne pendant plusieurs années pour des équipes de hockey, pour des équipes de football, pour des équipes de basket. Donc c'est quelqu'un qui qui connaît son sujet. Et donc voilà, il vient amener son expertise. Ça fait plusieurs mois qu'il est déjà à Paris et dans un rôle de conseiller,
Voilà, il était vraiment dans un rôle de conseiller. Il a maintenant step up au rôle entre guillemets, donc si on peut appeler manager opérationnel de ce qui se passe chez les Paris Musketeers. Donc c'est vraiment dans ce rôle-là qu'il est. Il y a d'autres personnes qui sont en charge aussi à Paris. Il y a tout côté média. Il y a un petit groupe de gens qui prennent des décisions, mais c'est des gens qui sont vraiment doués dans ce qu'elles font. Alors, oui, John, tu vois, il disait les titres comme general manager vont peut-être pas forcément résonner de la même manière en ELF que ce qu'on entend en NFL, et au final, c'est beaucoup du DIY. T'as beaucoup de gens on va recruter des personnes qui vont pouvoir gérer la franchise. Toi, on le dit, au final, une off-season de Paris, à quel point elle est chargée. Je pense que si t'as pas les bonnes personnes en poste, tu ne survis pas à une off-season comme ça en ELF. Et quand tu vois que t'as des franchises qui coulent, au moins tu n'as pas ce scénario-là à Paris. Et au final, il y a des franchises qui vont avoir des titres qui vont vouloir dire quelque chose. Les autres, c'est du DIY. Et tu vois, si par exemple on a des besoins de signature en saison, au final, ça sera peut-être John Booker qui va s'en occuper plutôt que quelqu'un qui a un vrai titre de GM, tu vois. Tout à fait. Il nous reste juste 3 petites questions vraiment rapides et un petit peu plus insolites. Juste avant ces 3 questions, je réponds à celle de Patron Vincent, c'est moi qui vais répondre. Comme ça, on va pas embêter John là-dessus, qui nous pose la question sur est-ce qu'il y a des navettes qui vont être mises en place entre la gare d'Evry et le stade Robert Bobin. D'après les infos que j'ai, c'est toujours en discussion. C'est pas encore fixé. Donc c'est pas non, c'est pas oui. C'est toujours en discussion. Voilà pour la réponse. Question qui va intéresser beaucoup de monde, j'en suis sûr, un petit peu légère, mais quand même. Va-t-on revoir des maillots spéciaux Bastille Day comme l'année dernière? Va-t-on revoir des maillots spéciaux 14 juillet? En plus, sachant que le 13 juillet, nous recevons les Vienna Vikings. Will the best jerseys ever come back for the 14th of July? We do have the gold jerseys this year. We have, and I can give you some breaking news that there is a 4th jersey we will have this year as well. Oh, good news. Nice. Donc, it'll be a surprise when it comes around. So we have the gold, and then we have another one. Okay. Nice. Donc les maillots Bastille seront de retour cette saison. Ça, c'est breaking news. Breaking news. It's a breaking news. a wake bomb, like a wake bomb, you know what I mean? Yeah. Donc oui, les maillots 14 juillet, ils vont être de retour. Donc ça, c'est pour le plus grand plaisir de tous les supporters. Ce sont souvent les meilleurs maillots, franchement. Et la vraie breaking news, ce n'est pas celle-là. C'est qu'il y aura un 4e maillot qui va sortir cette saison. Mais on ne sait pas encore quand. Mais il y aura un quatrième maillot qui va sortir cette saison. Voilà, c'est la très bonne nouvelle. Alors maintenant, 2 questions sur John et le français. John a-t-il appris la Marseillaise? Marseillaise? Yeah, do you know the national anthem? Yeah, I that was probably one of the, you could probably ask most of our guys, and like that memory, the team, the front office, the coaches, to hear the Marseillaise sung, at Jean-Bouin, with everybody standing arm in arm and the crowd shouting it, like it's like that is, I'm an American, yes, and we have an American national anthem that everyone sings loud, but like there's nothing like hearing the Marseillaise sung aloud before a game. It's probably what I'm looking forward to almost most on Saturday. Alors, pour l'instant, il n'a pas encore répondu à la question. Mais pour l'instant, il adore la Marseillaise. Ça, il tient à le dire que quand à Jean-Bouin, on chantait la Marseillaise, enfin, quand on jouait la Marseillaise à Jean-Bouin et que derrière, le stade et les joueurs reprenaient en chœur la Marseillaise, c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie. Et c'est l'une des choses qu'il apprécie le plus. On sait que les Américains, ils adorent tout ce qui touche au patriotisme et à l'hymne national. Lui, ils adorent les patriotes aussi, genre, je veux. Mais il adore vraiment quand on chante la Marseillaise. But did you learn it? If you ask me to sing it right now, non, on va pas demander de chanter. You don't ask you to sing it now. But the last stanza when it starts, yeah. Then I sing it with everyone else, of course. Okay. Sur nous non plus, on la connaît pas par cœur. On connaît pas les 5 couplets non plus. Donc, bon. Mais il connaît le refrain, le à Londres. Ça, il connaît, il le chante même. Donc, nice from you.
Bon, alors, dernière question. You'll sing it with me on the sideline this on Saturday. How's that sound? Okay, voilà, on viendra la chanter avec toi, il n'y a pas de souci. À l'instar d'un Luis Enrique au PSG, est-ce que John McKeown va nous faire une interview en français un jour? Just like the Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique, will you do an interview in French with us someday? Oui, je parle un petit peu français, mais j'ai essayé de pratiquer, plus de pratiquer pour moi. I need more practice, and I would like to practice more. I tend to cut right to the English because obviously it's my safe place, but I know it's important to speak the language there, and I try to give my best when I'm there. I can't get past a certain point, but I want to keep improving my French for sure. Donc, il essaie de parler français et de pratiquer de plus en plus. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, parce que bien évidemment, américain, c'est déjà c'est pas facile. Oui, concrètement, c'est l'une des langues les plus compliquées au monde. Moi, qui suis prof de langue, je peux vous le confirmer. Mais alors, prof de langue, bon, c'est ce que tu nous as dit, on n'a pas vu de preuve jusque-là. Mais en tout cas, quand il arrive à parler français jusqu'à un certain point où il y a un point de non-retour et donc il retourne vers l'anglais. Mais voilà, c'est quelque chose qui sait que c'est important pour lui d'essayer de parler le plus possible en français. Et donc il va quand il vient à Paris, il essaie de parler. Il va continuer de s'améliorer. Il va travailler dessus pour un jour nous offrir une interview 100%. Et il est vrai full French interview. Il est vrai que John parle mieux français que moi je parle anglais, ça c'est déjà un fait avéré. Deuxième chose, sache John que le chat apprécie énormément de t'avoir entendu parler français. Voilà, c'est très apprécié par les Français. People in the chat love that you try to speak French, so they love it. I will continue to try. So hopefully it improves, and you can ask me, where the bathroom is, where the subway is, how to order lunch, and I could talk to you all day. Ok, donc il sait déjà, il y a certaines questions existentielles très importantes auxquelles John sait déjà répondre, trouver le métro, trouver les toilettes. Parce que surtout à Bondoufle, ça va pas être facile. Oui, et si tu ne sais pas comment trouver les toilettes dans un pays, c'est très compliqué. Donc ça, c'est important de savoir où se trouvent les toilettes. Trouver la bouffe aussi, le restaurant. Donc ça, John, il ne perd pas le nord. Il sait ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire la bouffe et les toilettes. Le reste, c'est accessoire. On va remettre le football américain. Le football américain. On va terminer sur cette note parce que John a un avion à prendre, donc on va pas le retenir plus longtemps. Nous, on va parler de la défense juste après, mais juste rappeler que donc les Paris Musketeers commencent leur saison le 17 mai. Ce samedi, John sera là à Bondoufle pour cette rencontre face au Renfire. Et donc pour ceux qui sont avec nous et qui ne l'auraient pas entendu, avec Waik, avec Gaël Chenignan, nous allons faire un pré-game show de 17h à 17h45 sur Twitch, où nous serons en direct de Robert Bobin pour parler de tout ce qui va se passer pendant cet après-midi de football américain, ce premier match de la saison ELF, où on aura des invités qui viendront nous voir. Vous serez vraiment juste à côté de l'échauffement des Paris Musketeers, donc voilà, nous serons en direct à 17h sur Twitch, et on remercie grandement John, et nous, restez avec nous parce qu'on continue l'émission, on va parler de la défense puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler juste après. Thank you, John, for coming. We know that you have the pain to take. So we'll see you on Saturday at Bondoufle, and we'll chat there. Yeah, everyone's got to bring their friends, bring their family. We're gonna have barbecue. We're gonna have beer. We're gonna have football. We're gonna have cheerleaders. It's gonna be a good time, and everyone should come down to Bondoufle to watch the Paris Musketeers beat the Rhine Fire. Yeah. Donc il dit venez nombreux à Bondoufle, venez en famille avec les amis, il y aura du barbecue, il y aura de la bière, il y aura du foot américain, il y aura des cheerleaders, et venez supporter les Paris Musketeers qui vont battre le Rhine Fire ce week-end. Voilà, et ça c'est une breaking news, une autre breaking news. Breaking news. Merci beaucoup, John. Thanks, John. Ciao. Bye.
Et donc on continue nous en parlant de notre défense parce que du coup on s'est arrêté juste avant. Alors faut reconnaître que l'arrivée de John est tombée à point nommé puisque elle est arrivée pile à la fin de l'attaque. Donc comme ça on a pu couper en deux le propos. Si j'avais du temps à perdre, je ferais un montage où je collerais bien les deux parties et tout, mais comme je n'ai pas de temps à perdre, je ne le ferai pas. Donc voilà, ça c'est déjà des choses. Oui, les choses sont Et dites. comme l'anglais, il n'a pas appris le montage. Il y a deux choses que je sais pas faire, parler anglais et monter des trucs. Donc bon, c'est comme ça, faudra s'y faire. La défense, donc on a parlé notamment de l'arrivée de Jelly Gins dans le backfield. Ça avait été quand même une petite crainte, ce backfield défensif. Quand on a vu Maceo partir, on s'est dit, ça va pas être facile à remplacer quand même. Finalement, est-ce que le backfield est vraiment plus faible que l'an dernier? Non, complètement. Non, franchement, même, justement, c'est là où on a de la continuité. Puis, en fait, ouais, même on perd Maceo, Chandler Jones. Donc, déjà, t'as un duo qui était assez élite que tu perds, mais que tu remplaces, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai très confiance dans le backfield pour qu'il performe au même niveau. Et c'est même, justement, un des points où chaque année la défense s'améliore. Là, je checkais un peu, justement, les signatures pour me remettre à jour sur l'effectif avec ce qui était tombé ces derniers jours. J'ai vu qu'il y avait Aslan Zetterberg, le Suédois, qui est revenu. Parce qu'au final, quand on avait fait le dernier podcast l'année dernière avec Marcangelo, il nous avait dit qu'ils envisageaient peut-être pas de le garder. Au final, là, Aslan est de retour parmi les C'est imports. parce que Marcangelo est parti. Voilà, peut-être qu'il y a eu un désaccord et machin. Non, mais bon, sait-on jamais. Mais non, voilà, il y a de la continuité. Donc là aussi, et la D-line est franchement solide. Hein. On a le retour de Mamadoussi, on a Valentin Niawa, on a l'américain Lamonte McDougall. On a le retour de Jack Lowe, qui est un sacré joueur dans la défense. Donc non, j'ai pas trop de crainte que la défense performe encore au même niveau, quoi. On a quand même perdu, on a parlé de Maceo, on a perdu Dawson Dales aussi, qui est quand même Dawson pas Dales, rien, oui. qui est quand même pas rien à remplacer. Chez la linebacker, on pourrait avoir une petite crainte, mais heureusement que Il y a justement, Kadel King, Kadel King, ouais, mais encore que j'attends de voir s'il performe à un niveau assez correct. Parce que bon, il n'a pas eu des grosses prods récemment, donc c'est le nom, même la position. C'est l'escouade entière de linebacker. Pour moi, c'est là où on peut peut-être avoir une crainte et que on verra contre le Rainfire déjà ce que ça vaut. Il y a plus qu'à signer Karamoko, il n'y a plus qu'à signer Junior Ao dit Grizzly. Oui, Junior Ao qui a été coupé par les. Un gars comme Ao, ça serait génial de l'avoir en ELF. Hein. C'est clair. Non, ouais, comme l'a dit Jus, la vraie question, s'il y a un point faible dans cette défense, c'est ça va être au poste de linebacker, parce que tu as perdu Dawson Dale, je ne sais pas si Kadel King. Alors, je sais qu'il y a, comme je dis dans ma vidéo, sur YouTube, ouais. On a Degan Gomis qui est un des très bons linebackers de la ligue, il y a Davidson La Rochelle qui vient, mais c'est les squads qui va devoir élever son niveau de jeu. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que on peut avoir des craintes au poste de linebacker, parce que je sais que Kadel King n'était peut-être pas forcément le premier choix. Je sais qu'il y a eu des discussions avec, je pense, même si je sais, mais je pense, il y a eu des discussions avec Wael Nasri, mais ça ne s'est pas fait. Donc, Wael qui a re-signé à Munich. Et donc, là, par contre, si on avait Wael, moi, j'aurais eu 0, mais 0, pas la moindre inquiétude, nul, tu vois. Mais vu que là, il n'est pas là, j'ai une petite inquiétude, même si, comme le dit Édouard Armet... Et qui est cette personne ? Qui est cette personne ? Je pense que cette personne a plusieurs pseudos ou plusieurs vies. Incroyable. Degan fait partie des top linebackers européens. Donc, on perd, c'est certes Dawson Dales, mais on a encore Degan qui est vraiment un linebacker versatile, hein, qui peut, polyvalent, qui peut jouer, qui est très bon à la fois contre la course et aussi contre la passe. Donc, on a quand même Degan, mais c'est vrai que perdre Dawson Dales et ne pas le remplacer, si tu veux, avec un joueur du même niveau, entre guillemets, c'est un peu dommage. Mais là où on peut combler et pallier cette absence ou cette perte, c'est de par la versatilité et la polyvalence de nos DB. Parce qu'on a, tu vois, un mec comme Karamoko, on a un mec comme Kevin Fortes qui sont polyvalents, qui peuvent aussi, ce genre de linebacker hybride, qui peuvent aussi descendre, tu vois, DB, qui peuvent aussi devenir linebacker si on a besoin. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Ça nous donne une flexibilité, en fait, d'avoir autant de DB qui sont polyvalents. Ça nous donne une flexibilité au niveau du personnel qu'on met sur le terrain, qui peuvent à la fois jouer la course et la passe. Donc, je m'en fais pas plus que ça, en vrai de vrai.
Il y a Thibaut qui nous dit la montée, je sens qu'on va rigoler avec lui, il a l'air grave bonne ambiance. La montée McDougall, oui, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, ça va être bonne ambiance, je pense. Ouais, je pense que la montée n'est pas tout seul. En vrai, je pense qu'il est plusieurs. Quand on va lui parler, il faut lui dire vous. Il y a Mac et Dougal, ils sont deux. En fait. On ne sait pas qui en parle. On le salue. Il nous entend sûrement pas, donc on peut encore le saluer. Non, mais en vrai, il a l'air très fun. Il a l'air très fun, en vrai. Pour répondre à une question dans le chat là sur les imports, non, en fait, les imports, tous les imports là ont été complétés. C'est juste que ils n'ont pas tous été annoncés. Ils n'ont pas tous été annoncés, mais ils sont publics sur Sportsmetric et LFpedia, mais c'est comme beaucoup de franchises, il y a des annonces un peu en retard, mais non, là, les imports sont complets. Voilà, et Wake qui mange sa madeleine, pour ceux qui n'ont pas l'image. Wake l'a sûrement dit dans sa vidéo qui est disponible, rappelle-nous, sur YouTube, je crois. Voilà, ça peut être... je mange pas de madeleine dans ma vidéo. Putain, il y a un supporter d'une équipe nulle qui va rentrer dans ça. Grislam qui nous dit, tiens d'ailleurs, il n'y a plus de combine de recrutement comme ils avaient fait la première année à l'Arena. Non, il n'y a pas eu de combine. Si, il y en a eu. Cette année, il y en a eu un. Si, il y en a eu un. Oui, je me souviens d'une annonce, mais je ne sais plus quand. Il me semble qu'il y en a eu un. Si Monsieur Edo 3000 était encore dans le... J'ai la mémoire plus dans quand elle était, celle-là. C'est peut-être pourra-t-il nous le dire. Voilà. Et alors, il y a Thibaut qui dit on n'a pas 6 e-import pour 10 places. Si, mais si tu veux, là, les 6 e-import, ils sont connus parce que. Il n'y a pas de 10. Mais il n'y a pas de 10 e-import. Il y en a 6. Il y en a 6 e-import. Tu as 10 imports, 6 européens et 4 américains. Et donc là, les 6 e-imports ont été annoncés. Thibaut parlait de 4, mais en fait, là, on connaît les 6. C'est bon. Ouais, il y a un tight end anglais. Il y a un tight end anglais et un linebacker espagnol. Ouais, non, et puis il y a le retour de Aslan. Oui, Aslan Zetterberg. Ouais. Ah oui, non, il est compté en homegrown, oui, le linebacker. Oui. Mais au final, oui, tu vois, tout le monde. Il y a le retour de Aslan et tout. Donc, non, il y a notre ami. Le lineman norvégien. On lui demandera, tiens, à Jonas, à l'occasion, comment ça se prononce son nom, histoire qu'on le dise bien. Il faut. Ah oui, parce que bon, on va sûrement rien comprendre quand il va nous le dire, on va faire ce qu'on peut au mieux, mais et voilà, et Nabil qui nous dit, merci Nabil d'être avec nous. Il y en a eu un en novembre, il a été annoncé en amont. Voilà. C'est ça, oui. Mais je savais qu'il y avait eu un combine, je savais plus exactement quand. Oui, il y en a eu un cette année. Merci Nabil Marzoui, et du coup, nous sommes écoutés par les Paris Musketeers. Donc, sachez-le, comme on se naît sur le terrain samedi, on va maintenant dire que tout le monde est le meilleur à son poste. Comme ça, on n'aura pas de problème. 0. Vous connaissez mon courage légendaire, et voilà, je ne vais pas me mettre à dos des amis de longue date. Non, blague mise à part, Wade, pour toi, est-ce qu'on a clairement l'une des meilleures défenses de la ligue sur le papier. Déjà l'an dernier, on avait une très bonne défense. Et là, tu rajoutes Jack Del Rio, tu rajoutes les joueurs. Ah oui, non, mais moi, je suis fan. Personnellement, je l'ai dit et je l'ai dit en privé. On en a discuté, Flav. Je suis fan de ce qui s'est fait en défense. Alors, encore une fois, j'aurais préféré avoir Chandler Jones, mais une fois que tu l'as pas, j'aurais préféré avoir Well. Mais c'est les deux. Voilà, si tu veux, les deux joueurs que j'aurais aimé voir sous les couleurs de Paris en défense. Après, quand tu fais venir Souleymane Karamoko, quand tu fais revenir Kenny Florey, Maxime Roger, Jordi Adjeti, Kevin Carrillo-Diaz, Idriss Jean-Alphonse, Wadjé Saïd, comment il s'appelle, Amir Kilani, enfin, tout ça, tu fais vraiment, à mon avis, tu es, comme je l'ai dit encore une fois quand John était là, tu es chargé. Et j'ai même pas parlé de la ligne défensive. Et tu parles, même si tu perds, je crois qu'Averdier n'a pas re-signé, donc tu perds Averdier, Misius, et Averdier qui était excellent l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a fait un chantier de malade l'année dernière. Et tu perds Edwin Elio aussi qui faisait des chantiers de malade. Mais tu as quand même encore une fois Jack Lowe qui est un excellent pass rusher, tu as Stanley Zerigbe qui est... Averdier. Okay. Ben voilà, ben tu vois, avec mais il n'a pas été annoncé. Non, mais qui est ce Edo 3000 qui revient? Franchement, il a des infos de malade, cet Edo, franchement, il faudrait qu'on lui parle plus souvent. Un insider. Mais tu vois, donc tu as Averdier, tu as l'animal, tu as Stanley Zerigbe, le retour de Mamadoussi aussi, Stanley. Le retour de Mamadoussi qui
qui avait pris sa retraite, hein, qui a décidé finalement de revenir. Franchement, c'est pareil, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour que ce soit déjà sur le terrain, parce qu'évidemment il apporte énormément, mais même je pense que dans le vestiaire, c'est aussi un leader qui est respecté, et c'est toujours important d'avoir ce genre de joueur dans une saison quand les choses tournent pas forcément quand tu veux, toujours comme il faut, etc. Donc voilà, c'est une très très belle défense avec, on le rappelle en plus, à sa tête un coach défensif qui est quand même réputé défensivement au niveau international. Donc voilà, Averdier, il est même pas sur LFpedia. Eh bien, ils font n'importe quoi LFpedia. Ils font n'importe quoi. Voilà. c'est pour ça que je ne savais pas, tu vois, même dans ma vidéo, je dis je suis pas sûr, à vérifier. Ce qui est sûr, c'est que Edwin Elliott n'est pas là. Il reste quasiment 10 annonces, enfin quand tu prends les mises à jour que LFpedia a fait, il reste quasiment 10 slots à mettre. Mais en tout cas, si Edo 3000 te dit qu'Averdier est là et que Nabil te dit qu'Averdier est là, c'est que non, mais je dis pas qu'ils ne disent pas la vérité, c'est juste que je ne savais pas, donc j'avais mis un doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Edwin, lui, ne revient pas, et c'est un peu dommage, parce que lui aussi, c'est un excellent joueur à son poste. Il a été excellent l'année dernière dans la rotation avec justement Averdier et Mamadou. Mais bon, encore une fois, même en perdant Edwin Elliott, tu as une ligne défensive qui est impressionnante, et j'ai hâte de voir ce que va donner notre Lamonte McDougall. Bah tiens, pour info, les rosters sont enfin dispo sur le site de l'ELF. Jusqu'à hier, ils n'étaient pas encore dispo, donc là, c'est une bonne nouvelle, parce que là, c'était franchement tardif aussi. D'ailleurs, Nabil, tant que tu es avec nous sur YouTube, si jamais un jour tu veux venir dans le podcast, n'hésite pas, on te fait une place, il n'y a pas de souci. Vous avec Edo 3000, il va mettre la relation, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a Grislam qui nous dit je serais curieux d'ailleurs de savoir comment le coach s'habitue à Paris et à la France. Interview à faire. Eh ben, je vais te spoiler une petite information, mon cher Grislam. Tu auras l'information très prochainement, puisque demain, The Playoff et d'autres médias vont rencontrer Jack Del Rio, donc nous lui poserons la question directement, et puis nous te donnerons la réponse dès demain soir. Voilà, d'ailleurs... Nous avons peut-être déjà préparé des questions pour demain. D'ailleurs, peut-être. Voilà, et sachez que il y a une personne ici dans cette émission qui est vraiment dégoûtée que cette conférence de presse ait lieu un mardi matin où cette personne travaille et donc ne peut pas se déplacer. T'as qu'à faire grève, il y a grève demain. Ouais, mais je vais pas. Non, je suis dans le dev total. Une journée de grève, c'est mon salaire, combien ça me coûte. Et en plus, il faut que j'aille à Aubonne. T'es un malade. Non, c'est à Paris, la conférence de presse. C'est Paris 10. Ah, c'est à Paris. Paris-10, mais c'est quand même trop loin. Et donc, oui, non, je suis dégoûté, sa mère, quoi. Non, il fallait que je le dise. Voilà, alors, soyons clairs, aucune personne présente dans ce live ne sera présent à la conférence de presse. Hein. C'est mon chef suprême, hein, notre cher Charles Todin. Voilà, mon guide, mon grand sachem, le grand mufti, Charles Todin, qui ira donc nous représenter pour The Playoff auprès de Jack Del Rio, notamment, et il posera la question, Grislam. On va lui transmettre. On va préparer des bonnes questions pour Jack. Oui, on a préparé. Déjà, il a un panel de questions, mais bon, ça lui en fera en plus. Bon, autre chose à ajouter sur la défense, les amis? Non, mais qu'elle aura du pain sur la planche dimanche, samedi plutôt. Ça va passer un test dès samedi. Là, clairement, tu dois jouer une défense playoff tout le long de l'année, je pense. Quand tu regardes justement les Vikings, comment la défense a un peu eu du mal contre le Fire en finale, bah, tu ne voudrais pas avoir une défense comme ça le jour de la finale. Donc, faut jouer élevé toute l'année. Même si je pense que même si il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, je pense que le Rhein Fire sera moins bon cette année que l'année dernière. Ça, c'est pour moi. Mais moi, j'arrête de dire ça. Non, mais moi, je le dis parce que quand tu perds ton MVP et ton quarterback, c'est beaucoup. L'MVP des 2 dernières années. Mais ça reste une équipe très bien coachée et ils ont bien recruté encore pour pas downgrade de fou. Hein. Mais nous aussi, on est bien coachés. Déjà, si on peut les battre en week 1, c'est pas mal. Non, mais je dis pas qu'ils sont nuls. Je dis qu'ils seront moins bons. Et ça, pour moi, c'est un fait. Quand tu prends Chad Jeffries et quand tu prends Jadrian Clark et Chad Jeffries, à aucun moment de la journée, tu te dis que Chad Jeffries est meilleur que Jadrian Clark. Quand tu prends, je ne sais même pas qui est le running back, c'est Kendus.
Tu te dis, à aucun moment de la journée, tu te dis qu'il est meilleur. Ah bah le run game, il va sûrement avoir une autre gueule et beaucoup moins dominant qu'avec Tunga, mais encore qu'ils sont capables d'en avoir un, hein, parce que quand il fallait envoyer quelqu'un d'autre que Tunga au charbon, ça y allait. Hein. Oui, mais une fois que Tunga il avait causé tout le chantier, oui, c'est plus facile après de passer. Mais non, je pense qu'ils seront moins bons. Je dis pas qu'ils seront nuls. Hein. Oh là là, j'ai pas dit ça parce que non, ça va être bien, ça va être bien. Défensivement, c'est lourd. Hein. Défensivement, ils vont être très bons. Ça, on peut être certain. Donc, il va falloir que l'attaque ne fasse pas d'erreur. Là, c'est vraiment, en fait, ce match, il va jouer sur l'attaque qui fera le moins d'erreurs samedi. Et j'espère que ce sera pareil. Il y a Yaya qui nous dit, c'est un gars qui est expert en prono en plus qui vous le dit. Donc n'hésitez pas à le suivre hein, sur cette recommandation. Wake, on le rappelle, hein, qui a 2 grands talents, les pronostics et les expériences scientifiques à propos des gonflages de ballons. Mais nous n'allons pas revenir sur ce sujet aujourd'hui. Hein. La tête tu fais. Alors là, on est passé du barbecue au gonflage de ballon, c'est différent. Bon, on a traité de l'attaque, on a traité de la défense, on va quand même dire un petit mot de notre kicker aussi, puisqu'il revient, lui aussi. Bah oui, parce que on va pas l'oublier, notre Mathis Dupont national, qui revient, qui a fait un petit bout de saison avec le flash de la Courneuve et qui est donc de retour. Plutôt bonne nouvelle, je suppose, pour l'un comme pour l'autre. Vous êtes content? Ouais, au moins, ça valide ce qui avait été corrigé l'année dernière. Le besoin de kicker crucial sur la deuxième saison, là, tu le gardes et puis au final, on sait ce qu'il vaut et il n'y a pas de souci, quoi. Mathis, il a, je pense, du coup, sa deuxième saison, ça va lui permettre de step up son game parce que là, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe la saison dernière. Il s'était même pas prévu qu'il soit kicker titulaire l'année dernière, très honnêtement, puisque vu le camp d'entraînement qui s'était passé à la base, il était le deuxième kicker. Temps mort. Vous pouvez retrouver une interview de Mathis Dupont sur la chaîne YouTube de Wake. C'est vrai, où il nous explique un petit peu comment ça s'est passé, où il m'explique, puisque je dis nous, alors peut-être. Non, mais alors, blague mise à part, l'interview est très intéressante, soit dit en passant. C'est très gentil. Donc, il n'était pas du tout prévu d'être kicker titulaire la saison dernière. Les circonstances ont fait qu'il a été titulaire. Et il a fait une bonne première saison sans. Il est un peu arrivé sur le tard. Là, il a une vraie intersaison. Il a joué au Flash, donc à un niveau. Parce qu'avant, il jouait en D3. Hein. Là, il a joué en D1 avec le Flash en début de saison. Donc, à mon avis, il sera même encore meilleur que ce qu'il n'a été en dernier. Déjà qu'il a passé un coup de pied à 49 yards à Madrid. Donc, on peut s'attendre même à plus cette saison. Oui, alors la question qui est notre kicker de secours au cas où Mathis se blesse. Il y a Thibaut qui nous dit, je crois que c'était Larose ou Maceo. Il me semble que c'était Rémi Berthelin. Hein. Ouais, c'était Rémi qui était, je crois, le kicker. Rémi fait les holds, donc ouais, je crois qu'il peut les kicks. Et il fait les punts aussi, donc il fait des punts aussi. Donc, oui, il punt, donc oui, il peut kicker. Possible que ce soit Rémi Berthelin qui soit en cas de blessure de Mathis, qu'on ne lui souhaite pas bien évidemment, qui soit appelé à taper les coups de pied. Bon les amis, on a balayé à peu près tout le monde. L'attaque, la défense, les équipes spéciales, il y a plus qu'à se donner rendez-vous le 17 mai à Robert Bobin contre le Rainfire, je dirais. Pour rappel, le podcast, vous le retrouvez, le podcast LF, on le retrouve chaque mardi matin après les matchs des Paris Musketeers. Donc il y en aura un la semaine prochaine pour débriefer tout ce qui s'est passé contre le Rainfire et pour annoncer aussi ce qui se passera la semaine suivante contre le Surge de Stuttgart. Vraiment, si vous n'avez pas pris vos billets encore pour le Rainfire, allez-y, n'hésitez pas. Il y aura en plus, maintenant on le sait, de la nourriture. Donc Wake se fera de la bière de vous offrir tout ce que vous voulez au barbecue. Hein, c'est lui qui régale samedi soir. Donc voilà, c'est vraiment un bonheur. Venez et Wake vous offrira une petite merguez à l'occasion. Un petit pari, tiens, allez, on va faire ça. Un petit pari sur le champion 2025. Paris. Allez, mais oui, Wake. Toi qui es spécialiste en prono, qui est champion 2025 ? Non, mais alors... qui est champion 2025 mais oui, mais on va pas donner n'importe quelle réponse à nos auditeurs. Ça changera pas avec toi. Il faut... C'est vachement marrant, toi. En fait, t'es pire que Yaya, en fait. Oui. C'est pire que Yaya, et je pensais pas que c'était possible. Hein, tu vois, parce que Yaya, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est chose qu'elle Yaya, quand il s'y met. Non, plus sérieusement, cette année, la Ligue est vraiment très ouverte. Autant les 2 dernières saisons, il n'y avait quasiment pas de doute. Même si le Rainfire a eu du mal en début de saison, une fois qu'ils ont démarré, c'était fin pour tout le monde. Là,
cette année, la Ligue est plus que jamais ouverte. On a facile 8 équipes qui peuvent être championnes. Je vais les nommer très rapidement. On a bien évidemment le Paris Musketeers, le Rhein-Fire, le Surge, les Ravens de Munich. Attention, on n'en parle pas, mais ils peuvent être très dangereux. Non, ça, c'est parce qu'il y a ton copain Malik Stanley dedans. Non, pas que, mais ils ont. C'est bien coaché aussi, hein, c'est une franchise qui construit un beau projet. Et là, leur nouveau QB, Russell Tabor, qui est l'ancien QB 3 de Drake May à North Carolina, il est signé 3 ans alors que c'est un rookie. Donc, il y a un projet là-bas. Donc, tu as aussi les Nordic Storm, la nouvelle équipe. Même si c'est une nouvelle équipe, il y avait pas mal de talent. Ils devraient faire mieux que Madrid, je pense, l'année dernière. Tu vois, en termes de t'arrives et tu joues bien, et encore mieux. Oui, quand on lui a demandé un champion, il nous sort toute le LF. Hein. Non, mais il faut être précis dans ce qu'on dit, tu vois. Et les Nordic Storm, ils ont une équipe, en plus des homegrown qui sont... Mais tous les pays scandinaves sont homegrown des Nordic Storm, donc il y a un bon vivier de joueurs. Bon, ils n'ont pas pris la galoupe. Et ils ont encore de la marge sur les prochaines années pour en récupérer, quoi. T'as aussi Hambourg qui sera bien meilleur cette saison. T'as les Hambourg, alors je veux bien que Hambourg, il y a des trucs bien, mais j'ai des gros doutes sur le QB. Moi, je fais un power rocking QB. Le QB de Hambourg, il est dernier. Non, voilà, mais derrière. Attends. À Cologne, ils ont le QB. Le QB, c'est pas le mec. Oui, mais il est dernier, mais il a commencé 15 équipes américain l'an dernier. Tu me parles de quoi, là? Mais non. Mais tu mets vraiment Hambourg comme équipe potentiellement championne. C'est une des équipes, il faudra faire attention. Eh oui, Jamy. Oui, non, mais. Déjà, t'as quand même Kyle Kitchen. De toute façon, peu importe quand tu joues, qu'il y a Kyle Kitchen en face. La question se pose en ces termes, qui sera champion en 2025? Et tu me dis, il y a aussi Vienne, il y a aussi les Suisses, il faut faire attention. On ne sait pas, très honnêtement. Oui, les Raiders Tyrol, il faut faire attention. Non, les Madrid Bravos, il faut faire attention. Non plus. Et puis, on peut faire attention aux Cologne Centurion aussi. Non, mais comme il dit, il y a au moins 8 équipes ouvertes pour aller viser le titre. Et après, moi, le gros point que j'attends au niveau de la Ligue cette saison, c'est la compétitivité en saison régulière. Et les Prague Lions ont bien assemblé une équipe qui pourrait être plus compétitive que leurs 2 premières saisons dans la Ligue, à la différence de Cologne qui sont effondrés à tous les niveaux. Donc, il y a des équipes comme ça qui vont step up en saison régulière et d'autres qui sont plus ouvertes pour les playoffs. Bon, on arrête de faire des réponses de politiciens maintenant. Waïk, qui sera champion en 2025? Je sais pas. Voilà. Voilà ma réponse. Mais non, mais une pièce. Eh ben, tu sais quoi? Oui. Chevalier d'Orléans. Bon, fais-moi une réponse, toi. Mais Paris. Mais Paris, mais bien évidemment, c'était la seule bonne réponse qu'il allait donner. Mais évidemment. C'était quand même compliqué de choisir. Alors, tu m'as demandé qui sera champion. Si tu m'avais dit qui souhaites-tu voir gagner, j'aurais dit Paris. Non. Si tu veux que je t'apprenne ton métier, tu me le dis. Il faut être précis dans ces questions. Moi, je suis quelqu'un de précis. Tu m'as demandé qui va gagner, je ne sais pas. Tu souhaites gagner, Paris. Donc, si je comprends la langue française, ça veut dire que tu souhaites voir Paris gagner, mais que tu ne crois pas qu'ils vont gagner. Je ne suis pas sûr. Mais non. C'est une ligue qui est très compétitive cette saison. C'est ce que j'ai dit. C'est tout l'intérêt de mon propos, en fait, si tu veux. Oui, mais on ne l'a pas écouté. Merci Onju, merci Waïk d'avoir été là. Merci à vous tous dans le chat qui avez été avec nous pendant toute cette soirée. L'émission sera bien évidemment rediffusée. Vous pouvez la revoir sur Twitch et sur YouTube, et elle sera en version podcast dès demain matin sur toutes les plateformes de streaming. Merci encore à tous. On se retrouve donc samedi du côté du stade Robert Bobin pour le premier match contre le Rhein-Fire. N'oubliez pas le rendez-vous 17h sur le Twitch de The Playoff pour le pré-game show, et 18h la rencontre entre le Rhein-Fire et les Paris Musketeers. Bonne semaine à tous, et on se dit à la semaine prochaine pour débriefer cette première rencontre de LF. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.